Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On va débriefer ensemble ce soir le Grand Prix du Canada qui a eu lieu ce week-end à Montréal. Un Grand Prix marqué par la pluie essentiellement, marqué par pas mal de surprises aussi dans la hiérarchie. Donc on est deux pour l'instant, peut-être trois tout à l'heure pour en parler. Déjà avec moi il y a Franck. Salut Franck. Salut Manu, salut le chat. Écoutez, oui, on a eu un très 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 joli Grand Prix du Canada, très intéressant avec beaucoup de conditions changeantes, des choses qu'on apprécie en général et qui pimentent les Grands Prix et ça n'a pas manqué, même si évidemment le vainqueur n'est pas surprise. La victoire était loin d'être facile pour Max Verstappen, évidemment, encore une fois. Et voilà, donc encore une confirmation que ça y est, on part vraiment pour une saison vraiment d'anthologie. Bah c'est ça, hein. Nous c'est vrai que ça fait un moment qu'on défend la saison en disant que ça va être un peu mieux que prévu et qu'il faut pas s'exaspérer des victoires de Verstappen en début de saison, et force est de constater qu'on avait raison. Alors, on peut se faire se jeter des fleurs, parce que c'est vrai que plus ça avance, plus les candidats à la pole et à la victoire sont nombreux. On a vu ce samedi une pole qui s'est jouée à 0 millième de seconde. Russell a fait son même chrono donc c'était à 1:12.000 en plus, c'était très propre. Même chrono que Verstappen, mais qu'il l'a fait après, donc pole pour Russell. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire de la Formule 1 que ça arrive, que la première ligne soit au même chrono. Le précédent, c'était Grand Prix d'Europe 1997. Et puis on a eu ensuite donc ça c'était une très belle séance de qualif sur le sec avec globalement des surprises, hein, l'élimination de Perez en Q1, des Ferrari en Q2 notamment, et puis une course sous la pluie. Alors un départ, on va en parler un peu après, mais on a eu un départ arrêté sous la pluie, ce qui n'est pas souvent le cas. Une FIA pas trop interventionniste parce que les pilotes ne se sont pas plaints des conditions de visibilité. Et au final, une course sur piste évolutive, séchante et avec du pilotage déjà, hein, parce que les pilotes ont fait assez peu d'erreurs compte tenu des conditions et des stratégies différentes qui ont mené à la victoire de Max Verstappen. Mais effectivement, c'est vrai on peut se féliciter que ce soit pas une victoire facile pour Verstappen. Et en fait, ça fait un moment maintenant que Verstappen n'a pas eu de victoire facile. Je dirais que ça remonte à sa victoire peut-être au Japon, qui était la dernière la plus facile entre guillemets, et là depuis c'est quand même il doit se battre, soit il perd et soit il gagne de peu, donc c'est plutôt intéressant. Bonsoir à tous et à toutes, hein, qui continuent d'arriver dans le chat. Alors, est-ce qu'on attaque directement par Red Bull? Est-ce que tu veux faire un préambule sur le spectacle en lui-même et le fait qu'on a eu un week-end très animé et le retour notamment de Mercedes, ou est-ce que tu veux qu'on commence directement par les favoris sur Red Bull? Non, on va quand même commencer un peu de parler effectivement de l'environnement du Grand Prix. C'est vrai que du coup le vendredi était un peu chaud aussi en termes de météo, hein. Quand même, ça a quand même commencé avec de la grêle, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et d'ailleurs, ça a causé quelques soucis malheureusement pour le public aussi. Il y a Mm. certaines personnes qui n'ont pas pu, qui ont été prises de partir du circuit et n'ont pas pu revenir suite à des mauvaises consignes données apparemment à la police locale. Donc voilà, il y a eu pas mal de petits points noirs côté organisation. D'ailleurs, on va peut-être les citer maintenant. Voilà, donc notamment l'accès aux toilettes, l'accès au circuit, et surtout, encore une fois, un envahissement de la piste au moment du drapeau à damier, ce qui risque de valoir quand même pas mal de sanctions. Voilà, et d'ailleurs, la F1 a été obligée de s'excuser auprès des équipes, ce qui est quand même quelque chose de très très rare pour les couacs de ce Grand Prix. Rappelons aussi qu'il y a un tout nouveau bâtiment depuis, je sais plus si c'est 1 an ou 2 maintenant, mais voilà, qui C'est a le pris l'eau. retour en 2022, je crois, c'est la C'est troisième ça. année, ouais. C'est ça, qui a pris l'eau du coup pendant la journée du vendredi, donc les cabines de commentateurs qui étaient presque inutilisables pour certaines, sous des parapluies pour d'autres. Enfin voilà, quand c'est un bâtiment qui est neuf comme ça, qui prend l'eau, c'est quand même pas une chose très très rare à Montréal. Donc voilà, ça partait un peu mal quand même. Mm. Et puis bon, finalement, ça a pu rouler quand même. Il y a eu des choses très sympathiques. Il y a eu des petites sorties de piste, heureusement sans gravité. Et voilà. Après, on a eu effectivement un week-end assez perturbé par la pluie, beaucoup moins le samedi que ce qu'on pensait finalement, parce que Oui. la pluie n'a pas perturbé les qualifications. Donc on a quand même eu des qualifications qui se sont déroulées sur le sec. Donc ça, c'est quand même un point intéressant à noter. Et malgré tout, des surprises, voilà, puisque, comme tu l'as dit, une Mercedes en pole position, c'est quand même pas tout le temps. Non. Donc voilà, Toto Wolff avait l'air de croire dur comme fer que Mercedes était en train de revenir avec ses évolutions. Et force est de constater que pour l'instant, depuis Monaco, en tout cas, ça marche beaucoup mieux. Hamilton avait d'ailleurs sorti un tour stratosphérique en libre 3 qu'il n'a pas réussi à répéter Non. malheureusement ensuite, mais la vitesse de la voiture est là. Alors, on l'avait dit, hein, Monaco, Canada, c'est quand même deux circuits assez particuliers. Oui. Le prochain circuit, ça sera Barcelone.
Et ça sera le vrai juge de paix. Donc là-dessus, on pourra vraiment plus débriefer sur la performance des monoplaces. Là, on va pas trop s'attarder dessus, mais voilà, on a quand même sur ce coup-là, Mercedes, McLaren et Red Bull qui étaient dans un mouchoir. On a Ferrari, malheureusement, ils ont commencé très très mal le week-end, et on va débriefer effectivement tout ça. Donc voilà, on va commencer effectivement par la victoire de Red Bull et l'élimination de Perez en Q1. On va mixer ça un peu ensemble, effectivement. C'est ça, parce que je vois plein de gens dans le chat qui nous disent parlons de Sergio Perez, donc on va en parler. On va d'abord parler de Max Verstappen, à tout seigneur, tout honneur, comme on dit. C'est vrai que pour le coup, Verstappen fait un week-end que je qualifierais probablement de son meilleur de la saison, parce que ça part pas très bien et il arrive encore une fois au dernier moment à sortir le tour qu'il faut en qualif pour bien se qualifier. Et puis il fait une course qui est patiente, qui est intelligente. Il cherche pas trop à prendre le lead à tout prix, en faisant des manœuvres qui seraient un peu trop tendues, ce qui est pourtant des fois son cas. Et puis derrière, il profite un petit peu de la chance avec la safety car, mais comme il l'a dit lui-même et comme l'a dit Norris, c'est une malchance qu'il a eue à Miami face à Norris, et là c'est lui qui en profite cette fois, donc c'est la course de toute façon. Et à côté de ça, c'était très propre, pas d'erreur, pas de baisse de performance, encore un week-end très constant. Il était un petit peu chafouin, comme souvent, parce qu'il a eu du mal à mettre la voiture dans la bonne fenêtre de performance, mais comme à chaque fois, il y arrive au dernier moment, et au moment où ça compte surtout. Souci de batterie quand même aussi, Oui, aussi pendant les essais, donc c'est quand même pas rien, donc à surveiller pour la suite. C'est ça, parce que oui, c'est les EL, je sais même plus dans quel EL il a eu son problème de batterie. Mais en tout cas, c'est vendredi qu'il a passé une journée, enfin une séance dans le garage. Mais effectivement, après, c'est à voir. Il faudra voir plutôt l'impact que ça aura sur sa saison. Ça n'a pas eu d'impact sur son week-end, même s'il craignait. Oui, c'était les EL2 puisque c'était sur le sec. Et même s'il craignait que ça ait un impact pour son week-end, ça n'en a pas eu. En tout cas, pas en termes de résultats. Et par contre, ça pourrait avoir un impact sur son quota moteur, puisqu'il a dû repasser à une pièce précédente. Donc c'est un petit peu compliqué. Après, moi j'ai pas grand chose de plus à dire sur Verstappen. En fait, ça a été encore une fois, pour le coup, c'est une super victoire, et là il a été le plus fort, quoi. Quand même bravo à lui, parce que la Red Bull, toujours avec ses problèmes un petit peu d'absorption des vibreurs et des bosses, c'est quand même, elle était quand même pas si facile que ça à piloter. En tout cas, elle était peut-être comme ça effectivement déjà l'an dernier, hein, mais là, vu que la concurrence s'est rapprochée, il faut aller escalader vraiment plus les vibreurs. Et sur un circuit en plus qui a été refait, qui avait quand même nettement moins de boss, c'était quand même à signaler, c'était quand même plutôt bien refait pour le coup, au moins côté piste, donc pour mettre ça au crédit des promoteurs. La piste était effectivement très 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 peu bosselée. Malgré ça, effectivement, il faut enjamber les vibreurs. Bon, à part effectivement, les deux grosses chicanes, celle qui est avant l'épingle du retour et celle qui précède effectivement le fameux mur des champions, la ligne droite d'arrivée. Effectivement, il n'y a pas besoin. Les autres vibreurs sont quand même assez plats, mais ces deux-là, quand même, il faut quand même bien les escalader. Et voilà, il s'est quand même plaint assez souvent pendant le week-end de la rigidité de sa voiture. Mais il a quand même réussi effectivement à faire du Verstappen, c'est-à-dire sortir les chronos nécessaires, la constance nécessaire, sans jamais pouvoir effectivement se détacher non plus de manière très très nette devant. Donc voilà, encore une fois la preuve que la concurrence s'est rapprochée aussi. Et voilà, rien de plus à dire que ce qu'il a fait encore une fois un week-end absolument parfait, je sais pas, mais en tout cas avec la monoplace dont il a qu'il a à ce moment à disposition, il a su en tirer le meilleur parti pour pouvoir effectivement aller gagner cette course, ce qui n'était vraiment pas chose facile pour lui, puisqu'on voyait très souvent la possibilité, ou pour Russell ou pour Norris peut-être, d'aller le chercher, mais il a quand même malgré tout bien tenu ça. Bonne stratégie effectivement, bonne exécution aussi du côté de Red Bull. Donc côté garage numéro 1, rien à dire. Côté garage numéro 11, c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. C'est vrai que. Alors, Verstappen, je finirais juste ce que tu dis, week-end parfait ou presque. Je trouve que ces week-ends sont. On sent qu'il est un peu plus dans le dur en fait en début, et c'est ça qui est bien, parce que du coup ça montre que il est pas. En fait, il ne peut pas compenser à tout prix tout ce que ne fait pas la voiture. Ça, c'est bien aussi. Ça rappelle un peu à tout le monde que Verstappen, aussi bon soit-il, n'est pas un pilote surhumain, c'est juste un humain au volant d'une très bonne voiture et un excellent pilote au volant d'une très bonne voiture, mais effectivement derrière il arrive toujours à compenser après ces petites difficultés en allant chercher un chrono, en allant chercher un petit dixième par-ci, en allant chercher une fin de relais par-là, et ça fonctionne toujours bien.
Et comme tu dis, dans la numéro 11, ça ne fonctionne pas, puisque Sergio Pérez éliminé en Q1 pour la deuxième fois de suite, n'atteint pas la Q3 pour la troisième fois de suite, donc il a désormais moins de Q3 cette saison que Yuki Tsunoda, si je dis pas de bêtises. Et puis surtout, derrière, il est nulle part en course en fait, il est encore complètement perdu dans le peloton. Alors il s'accroche avec Gasly au début, donc j'imagine qu'ils vont encore dire qu'il avait des dégâts et que c'est pour ça que la voiture allait pas vite, mais en vrai, il n'arrive pas à la faire aller vite cette voiture quoi qu'il arrive. Donc c'est un petit peu compliqué, comme dit Warius, c'est Sergio P16, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de voir Pérez s'effondrer comme ça. En plus de ça, maintenant qu'il a la tête libre, donc normalement, il ne devrait plus être perturbé par toutes ces histoires puisqu'il a re-signé chez Red Bull pour 2 ans. Mais au final, est-ce que... Alors, je vais aborder un sujet puisque c'est apparemment un contrat d'1 an plus 1 an avec une option, une obligation de résultat. Est-ce que possiblement, il peut avoir possiblement plus la pression finalement et que ça lui fasse un peu perdre pied d'avoir un nouveau contrat si tôt où en fait on lui dit tu as la confiance de l'équipe mais par contre si tu ne fais pas ce qu'il faut tu seras rapidement viré, parce que j'ai du mal à croire qu'il soit devenu mauvais en 3 courses, mais c'est vrai que ça fait 3 courses de suite où il n'en a pas une devant l'autre quoi. Donc c'est un petit peu, pour Red Bull en tout cas c'est inquiétant, puisque ils ont de la chance, encore une fois les points se partagent entre essentiellement McLaren et Ferrari et puis là un petit peu Mercedes, mais arrivera un moment où si Pérez continue sur cette lancée, ils vont avoir les autres équipes qui vont revenir. Ouais, effectivement, c'est étonnant, surtout que il devrait être plutôt, rassuré par le fait effectivement qu'il peut continuer dans cette équipe. Monaco, on peut effectivement passer sur le côté effectivement plus dur de Monaco, et encore il était plutôt dans le rythme quand même sur les avant les qualifs, effectivement, là où effectivement on se prend les pieds dans le tapis. Au Canada, il n'était pas du tout là. Et en plus, au Canada, c'est quand même un circuit où normalement les écarts entre les équipiers sont pas énormes non plus. Et là, il se prend une valise aussi assez monumentale. Certains pourront dire, ouais, mais Ferrari s'est planté aussi oui, mais les deux sont plantés au même niveau, on va dire. Donc là, c'est quand même, on a quand même un Verstappen qui réussit quasiment la pole position puisqu'il fait le temps de la pole. Et on a un Pérez qui finit, c'était pas loin d'une seconde derrière, je crois. Hein. Donc ouais, effectivement, extrêmement étonnant. Je sais pas pourquoi il a ressenti. En tout cas, on l'a senti extrêmement affecté quand même par ça. Et je crois qu'il était aux limites des pleurs, je crois d'ailleurs à la fin de la qualification. Il me semble que il avait l'air de pas trop comprendre ce qui lui arrivait. Non. J'avoue que je commence un peu à croire la thèse d'Helmut Marko qui dit que c'est plus psychologique qu'autre chose. Mais qu'est-ce qui arrive à le toucher comme ça? Effectivement, pour que ça ne marche plus, ou marche moins bien. Alors, James Allison a lancé en tant que boutade que les évolutions de la Red Bull sont peut-être dans le mauvais sens. Ce qui n'a pas plu à Christian Horner. Voilà, exactement, ça n'a pas plu du tout à Christian Horner, mais effectivement, c'est étonnant. Enfin, c'est extrêmement étonnant. La forme de Pérez a toujours été extrêmement étonnante. Alors, comme un peu la forme de Ricciardo chez McLaren d'ailleurs. Mais là, ouais, effectivement, en l'espace de 2 courses, il tombe vraiment très très bas. Ouais. Et sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, quoi. Et même chez Red Bull, on n'a pas su l'expliquer. Je veux dire, Horner et Marko ont tous les deux été interrogés là-dessus depuis les qualifications et la course. Il n'y a pas vraiment d'explication sur ce week-end horrible. Voilà, c'est vraiment le terme qui a été utilisé par Horner, c'est le week-end horrible de Checo. Mais c'est ça. Alors, le week-end horrible, certes, mais on garde quand même le soutien, on garde tout ça. Mais voilà, Marko a fait du Marko. Marko a vendu la mèche sur le fait qu'il y avait des clauses de performance qui étaient un peu plus accrues et tout. Et Horner a été un petit peu obligé de dire que oui, certes, c'est un contrat de 2 ans, comme ça a été annoncé, mais en fait, oui, effectivement, c'est du 1 an plus 1 an, voire peut-être même moins. C'est en gros, maintenant, les clauses de performance, elles ont été nettement augmentées. Je sais pas s'il y a une clause du type tu finis au moins une deuxième championnat, parce que ça veut dire que Verstappen finirait tout le temps premier, donc c'est peut-être un peu plus difficile à qualifier comme ça, mais peut-être que voilà, il doit marquer au moins la moitié des points ou 60% des points de son équipier, enfin, peut-être ce genre de clause, histoire d'avoir l'apport de sortie nécessaire. Et on sait très bien aussi que chez Red Bull, Helmut Marko voulait faire dégager Sergio Pérez, et si Pérez reste, c'est plus la volonté de Christian Horner qu'autre chose. Donc voilà, je pense que Sergio, il est peut-être aussi victime de ça aussi en interne, peut-être qu'il sait qu'il n'est pas aussi unanimement soutenu
que ça. Helmut Marko la ferme un petit peu pour l'instant parce qu'il y a entre guillemets une sorte de trêve qui est signée en public. Mais je pense qu'effectivement, en arrière-plan, dans les garages, ça doit quand même secouer un peu dans les bronches. Et que Pérez ne va pas pouvoir rester comme ça très longtemps parce qu'il s'est bien fait charrier aussi en conférence de presse d'après-course par Norris et par Russell qui ont dit à Max il vaut mieux 2 voitures en ce moment qu'une seule, quoi. Et effectivement, en termes de points comptables au championnat constructeur, ça se ressent, quoi. Ils ont pas, ils ont pas tort de toute façon. Alors, bonsoir à Carlos et à Slovic qui postent pour la première fois dans le chat, bienvenue à vous. Et Slovic demande est-ce qu'ils ont changé le châssis depuis Monaco? Oui, a priori, puisque de toute façon la voiture avait été pulvérisée, donc je pense que c'est un autre châssis qu'ils ont changé. Après, c'est la même spécification de châssis qu'il avait avant, de toute façon, puisque le châssis n'a pas évolué depuis le début de saison chez Red Bull. En tout cas, pas depuis les grosses évolutions qu'ils ont eues au Japon, je crois. Mais après voilà, c'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible pour Pérez. Et le problème c'est que, alors Xoans dit la voiture était très mauvaise en début de week-end. Oui, mais c'était pas la seule. Il y a d'autres voitures qui étaient mauvaises en début de week-end, notamment l'autre Red Bull et tout ça. Et tout le monde progresse entre les essais libres. Lui, il a eu des roulages pas trop perturbés en essais libres, à part la pluie, mais tout le monde l'a eu. Et au final, la qualif se fait sur le sec, donc dans des conditions normales, même si la piste était verte, évolutive et tout ça, il y a pas de souci, mais elle était quand même normale. Et il se prend 9 dixièmes. Enfin, c'est l'écart de 9 dixièmes sur un tour en 1-12 ou en 1-13. Au Canada, où il n'y a pas. Au Canada, où, ouais, comme tu me disais ce week-end, c'est un circuit de ligne droite essentiellement. Moi, je trouve que c'est hyper inquiétant parce que on imagine qu'une performance comme ça sur un circuit compliqué comme Singapour, il prend 1 seconde et demie, 1 seconde 8. Et c'est inadmissible puisque il prend 1 seconde et que sur beaucoup de grands prix 1 seconde c'est ce qu'il y a entre le 2e et le 20e en Q1, quoi. Donc moi c'est vrai que j'essaie de pas tirer sur l'ambulance parce que on connaît Pérez, il a des hauts et des bas, mais là il était jamais tombé aussi bas que ce week-end, je pense. Et pour moi Red Bull doit commencer déjà à s'inquiéter de savoir ce qu'il va falloir faire de lui parce que c'est c'est pas possible, et je pense qu'il pourrait leur faire perdre le titre constructeur, ça me paraît évident, qui va être mis à mal si ça continue comme ça, et le titre pilote si Verstappen se continue à jouer tout seul face à, comme il disait en conférence de presse, face à 2 Ferrari, 2 McLaren et maintenant 2 Mercedes, qui auront elles le choix des stratégies, tout ça, ça peut finir rapidement 3, 4 à chaque Grand Prix, peut-être 4, 5, et les points perdus vont vite s'accumuler, donc c'est assez compliqué. Et moi, c'est vrai que là, Pérez, il n'y a pas d'excuse, en fait. C'est ça. Et le problème, c'est que Red Bull ne sort pas. Souvent, quand il fait des mauvaises courses, Red Bull dit oui, il y avait des dégâts sur le châssis, on avait des dégâts sur un aileron, on a eu des problèmes en début de course, on a eu ci, on a eu ça. Et là, il n'y a même pas eu de. Il n'y a pas eu de justification, quoi. Gasly et Albon faisaient même pas le tiers de ce genre de mauvaises prestations qui s'étaient déjà rétrogradées dans l'équipe. Parce qu'eux, ils faisaient quasiment que des Q3 et ils faisaient des top 6 avec une voiture qui était pourtant pas aussi bonne. Et ils avaient été rétrogradés. Et là, c'est vrai que... à 3-4 dixièmes grand maximum. Ouais. Parce que Pérez prend à peu près en tarif moyen. Mais Pérez en tarif moyen, si tu élimines ces courses comme le Canada, oui. c'est 3-4 dixièmes en moyenne. Mais sinon, effectivement, c'est très souvent des pics à 9 dixièmes, 1 seconde, que des fois il se prend de manière totalement inexpliquée, quoi. Donc, et là, pour le coup, effectivement, c'était pas expliqué du tout. Donc en post-qualif et en post-course, les dirigeants n'avaient aucune explication pour la prestation de Pérez. Et c'est plutôt ça, moi, qui m'inquiète. Et encore, il se serait fait prendre par la pluie ou par autre chose. Oui, ben voilà, ça arrive de se faire avoir par les conditions qui changent, mais c'était même pas le cas. Les seules choses, effectivement, où on aurait pu faire un pari, ce qui d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, ce qui a coûté à Ferrari, c'est de pouvoir effectivement de ressortir directement en Q2 avec des pneus neufs parce qu'on craint l'arrivée de la pluie, et c'est pour moi une réaction logique d'un team, effectivement, de vouloir rassurer effectivement rapidement parce que tout le monde s'attend à ce que la pluie tombe derrière. Bon, maintenant, chez Ferrari, ils n'ont pas toujours d'avoir les mêmes radars météo que les autres, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais même sans ça, ça finit pas à 9 dixièmes, quoi. Au pire, tu fais ton tour 10 minutes plus tôt que les autres. Bon, la piste, elle est peut-être un peu moins gommée, mais tu te prends pas 9 dixièmes, quoi. Tu te prends peut-être effectivement 2-3 dixièmes dans la vue, mais pas 9, quoi. Donc, c'est ça. Là, malheureusement, il n'y a que Pérez et l'équipe éventuellement qui peuvent avoir explication pour nous. Là, je veux dire, à part spéculer, malheureusement, on peut pas faire plus que ça. C'est ça. Alors Freddy demande si Red Bull veut la perdre de titre constructeur, Pérez pourrait-il perdre son baquet? Bah ça, très probablement, parce que, en tout cas, s'il n'est pas au niveau des clauses qui sont dans son contrat, il est très probable qu'il puisse être renvoyé chez RBF1 et que Tsundal prenne sa place, par exemple.
Euh, Peut-être pas dans ce contrat actuel qui a été signé il y oui, a 2 ans. mais pour l'an prochain. Mais pour le prochain, effectivement, je pense que il doit savoir qu'à mon avis, ce genre de prestation-là, ça pourra plus passer, quoi. Et Nutelica demande la question fameuse que j'ai vue tout le week-end, est-ce que Perez n'est surtout pas là pour vendre des canettes en Amérique centrale et en Amérique du Sud? Alors j'ai creusé ce week-end un petit peu ce sujet, puisque j'entendais beaucoup de réponses à ce niveau-là. Il ne s'est pas vendu plus de canettes de Red Bull au Mexique entre janvier 2021 et décembre 2023. On a des variations selon les mois, selon la saison et tout ça, mais à 2 ans, enfin 2 ans jour pour jour quasiment, on est sur le même volume de vente de Red Bull. Donc pour moi, c'est pas ça. Alors le merch, apparemment, ils vendent 60% du merch Oui. au Mexique, mais bon, encore une fois, quelle, quelle est l'ambition de cette équipe si elle préfère avoir une voiture première et une voiture 16e et vendre du merch plutôt qu'avoir une voiture première et une voiture deuxième et vendre un peu moins de merch. Enfin, moi, pour moi, c'est si c'est ça, si c'est juste ça, c'est un aveu d'échec absolu de la politique de Red Bull qui dit oui, bah, de toute façon, les résultats sportifs, c'est pas le but de notre équipe. Et auquel cas, quand tu as ce message-là qui est envoyé alors que tu viens d'empiler 3 titres, pilote et constructeur, enfin 2 titres constructeurs, c'est un gros problème quand même. Donc j'ai du mal à. Enfin, moi, pour moi, si c'est juste ça, c'est presque encore pire que d'autres idées qu'on peut avoir sur les difficultés de Perez. Non, en plus, ils ont admis avoir longuement considéré, par exemple, Carlos Sainz, là, quand même, le retour de Carlos Sainz. On a un petit peu parlé pendant les lives spéciales sur les transferts qu'on a Mm. fait entre les différentes émissions de Grand Prix. Donc, ils ont quand même vraiment songé, effectivement, à le remplacer. Maintenant, pourquoi ils l'ont pas fait? Ça, c'est un autre débat. Malheureusement, on n'est pas dans tous les secrets. Voilà, on a les rumeurs, on a les tendances, on a les discussions. On n'a pas après la fin du fin des décisions. Ils ont l'air quand même de mettre en avant à chaque fois, comme effectivement, que Perez est une figure en Amérique du Nord, en Amérique centrale. Ce qui est vrai, hein, parce en termes de merchandising, il en vend apparemment plus que Max Verstappen. Donc voilà, même aux États-Unis aussi. Donc bon, voilà, effectivement, Oui, c'est possible. il y a comme aussi beaucoup de effectivement de latinos aux USA, et ça s'explique aussi. Maintenant, effectivement, comme tu dis, Manu, je te rejoins à 110%. Tu bases pas ton équipe uniquement sur le merch et sur l'image que tu as Mm. dans un pays en particulier ou même une région en particulier si derrière tu finis pas premier du championnat constructeur. Jusqu'à présent, Et ça passait. Ils pensaient que ça pourrait passer encore que le début de saison de Perez. Maintenant, s'il se reprend au prochain Grand Prix, bon voilà, on aura oublié et il faudra pas retomber dans ses travers. Mais si ça continue à se multiplier, euh, ils seront obligés d'agir, c'est sûr. ouais, alors Warius nous dit toutes les équipes de F1 ne cherchent qu'à faire du pognon avant tout. C'est la nouvelle rentabilité des équipes liée à l'instauration du budget de cap et la revitalisation du championnat par Liberté Media. Le sport est devenu secondaire. Il n'y a que Ferrari qui joue encore le sport. Mais moi, je suis pas d'accord. Les équipes font beaucoup de business, mais le choix des pilotes n'est pas drivé pour en tout cas les top teams par le fric. Non, oui. McLaren a Norris et Piastri qui apportent pas de budget. Et pourtant, ils ont 50 sponsors à côté, donc eux, ils veulent de la rentabilité. Mais le groupe McLaren veut de la rentabilité puisqu'ils sont aussi en extrémie, en IndyCar et en Formule E. Mais il y a pas de, il lésine pas sur le duo de pilotes. On prend 2 jeunes pilotes qui rapportent rien parce qu'on veut gagner. Et à force de constater que ça marche. Ferrari, ils ont aujourd'hui Leclerc et Sainz, ils auront Leclerc et Hamilton l'an prochain. Et Hamilton, bon, c'est un peu particulier parce que lui, c'est un choix et sportif et commercial, mais c'est presque le seul. Et c'est pareil, et si Mercedes l'an prochain ils ont Russell et Antonelli, c'est pas pour le fric qu'ils rapportent, c'est parce qu'ils veulent des jeunes pilotes qui fonctionnent. Et moi je pense pas que les top teams doivent. Tu me dirais As, je dirais oui éventuellement, et encore que ils le font de moins en moins. Williams pareil, mais c'est pareil, maintenant ils ont décidé d'arrêter. Sargent va sûrement dégager et ils cherchent des pilotes expérimentés, donc, et en fait il n'y a plus besoin de ça. Et si Red Bull se décide de faire encore ça, c'est soit ils ont peur que d'autres sponsors partent parce qu'il y a l'affaire Horner qui est toujours en sous-marin au fond de tout ça, soit parce qu'il manque d'ambition. Mais en tout cas, pour moi, c'est un vrai manque d'ambition. Et en parlant de manque d'ambition, Gernat, qui poste pour la première fois dans le chat, bienvenue à toi, dit ils veulent juste que Verstappen soit tranquille. C'est possible, mais si c'est ça, c'est jouer avec le feu, puisqu'on sait que laisser un pilote tranquille devant, c'est le laisser tout seul devant, face à d'autres équipes. Donc pour moi, c'est pareil, c'est manque d'ambition aussi. Et encore une fois, quand on enchaîne les titres comme ça, et de toute façon, Verstappen n'a peur de personne, je pense, puisque Verstappen est le meilleur sur la grille. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas prendre un peu mieux en fait. On ne demande pas d'aller chercher un Norris, encore que Verstappen avait dit que ce serait pas un problème, mais on ne demande pas d'aller chercher un Norris ou un Leclerc ou un Hamilton ou un Russell. On demande d'aller chercher déjà un Tsunoda qui est quand même très bon,
ou quelqu'un comme ça. Donc moi c'est un peu, je suis un peu sceptique sur tout ça. Et pour moi aussi, Avarius, de mon côté, la F1 n'est pas encore un sport, heureusement, peut-être pour l'instant en tout cas, où les équipes doivent reverser des dividendes à des actionnaires, ce genre de choses. Mm. C'est surtout pour l'instant encore possédé par des constructeurs. Il y a quelques exceptions, effectivement, avec quelques propriétaires individuels. On peut penser aussi à Mercedes, voilà, puisqu'on a un triple actionnariat Mercedes, Jim Ratcliffe et Toto Wolff. Mais ces gens-là, ils sont pas là pour récolter du pognon spécifiquement. Mercedes le fait parce qu'ils sont rentables maintenant, parce que sous l'ère du budget cap, ils rapportent beaucoup plus en termes de sponsors, en termes d'image, tout ça. Donc effectivement, ils sont devenus rentables. Donc c'était aussi un petit peu la promesse faite par Liberty Media, et ça arrive, mais ils sont pas là pour s'en mettre plein les poches. Enfin, c'est pas du tout leur but. Si Toto Wolff pouvait dépenser 50 millions de plus pour son équipe parce que les règlements le permettraient pour la rendre plus rapide, il le ferait sans aucun souci. Voilà. Les quelques actionnaires qui pourraient chercher à faire du business là-dessus, alors, au rigueur, je pourrais vous dire, moi, j'irais plutôt voir du côté de chez Alpine et des 24% qui ont été vendus aux investisseurs américains, qui sont là vraiment, et ça a été clairement dit, pour aider Alpine à faire du business, à valoriser l'image et à faire croître la valeur de l'équipe. Et ceux-là, effectivement, à terme, ils vont chercher à retrouver leur bille et à faire de l'argent sur leur compte. Donc c'est peut-être même le seul exemple que je peux vous donner concret d'arrivée d'actionnaires récents en Formule 1 qui veulent faire du business avec et en tirer du pognon plus tard. Et donc on n'est pas chez Ferrari, chez McLaren, chez Red Bull, on est bien chez Alpine. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans un top team. Voilà. Mais bon, après, là, il y a aussi la théorie selon laquelle Verstappen, au cas où Verstappen partirait, ils veulent garder la stabilité. Mais encore une fois, je vois pas en quoi avoir un pilote qui rate 3 fois la Q1 de suite avec quand même au moins une des 2 ou 3 meilleures voitures du plateau, sinon la meilleure, parce que la Red Bull est quand même une des plus constantes, soit un point de stabilité. Donc ça, c'est un petit peu... Enfin, moi, je suis un peu sceptique. Et le dernier point dont on voulait parler sur Pérez nous fait un peu passer au point suivant, c'est la FIA, puisque Pérez donc a eu son accident, il a tapé avec l'aileron arrière, il est rentré au stand, il est rentré au stand avec l'aileron cassé et au ralenti, mais il a roulé en perdant des morceaux de carbone pour éviter de déclencher une safety car qui aurait pénalisé Verstappen. Pour ça, il a eu 3 places de pénalité sur la grille du prochain Grand Prix, et c'est tout. Et une amende pour Red Bull. Et beaucoup se disent que c'est pas assez, assez sévère, puisque ça pourrait impliquer que les équipes décident de prendre des risques en piste pour éviter les safety cars quand il y a des trucs comme ça, et justement faire que les pistes deviendraient impraticables avec des morceaux de carbone ou quoi, mais qu'elles préfèrent prendre ces risques-là plutôt que de jouer la sécurité et de laisser des commissaires intervenir. Et qu'en fait c'est tellement pas cher payé qu'il vaut mieux faire ça plutôt que d'abandonner ou de faire rentrer une safety car. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il y a une dérive? Parce que alors, Will Buxton est allé très loin en parlant de quasiment de Crashgate 2008 en disant que Red Bull avait joué la victoire comme ça. Bref, moi je suis un peu là, je pense qu'il allait trop loin. Mais est-ce que tu penses quand même qu'il y a une boîte de Pandore qui s'est ouverte avec ça? Une demi-boîte, on va dire. Effectivement, éviter le safety car, mais je veux dire, c'est même là, effectivement, c'était tellement évident que c'était pour ça mais voilà, mais sûr, ça n'a choqué personne sur le coup. Je veux dire, tout le monde essaie d'éviter que son équipier cause une situation de drapeau jaune ou de drapeau rouge, que ce soit en qualification d'ailleurs. Voilà, clairement, il y a plein d'exemples aujourd'hui en Formule 1 où on demande effectivement aux 2 pilotes de bien se tenir, surtout si un est en tête, voilà, et d'éviter une safety car. Donc Pérez, il a malheureusement très légèrement raté son freinage sur le fond du circuit. Il est sorti sur la trajectoire humide. Il a tapé du coup de l'arrière, et en repartant, de toute façon c'était aussi à double tranchant pour l'équipe, parce qu'il aurait aussi très bien pu perdre son aileron arrière en plein milieu de la piste. Est-ce qu'on aurait déployé une safety car pour ça? Peut-être pas. Peut-être une virtual safety car aussi, mais ça aurait pu être aussi très pénalisant pour Verstappen. Donc voilà, non, je pense pas qu'il y ait matière à en faire, effectivement un scandale, en tout cas, pas un scandale. C'est le jeu, je pense, de jouer avec le règlement. C'est-à-dire que vous avez un point de règlement qui vous dit que il y a une safety car qui sortir à tel ou tel moment. Si de votre intérêt c'est de ne pas la faire sortir, vous faites en sorte que ça sorte pas. Après, le côté dangereux de perdre des pièces, je veux dire. Vous pourriez le faire tout le temps à ce moment-là. Je veux dire, Carlos Sainz qui perd une partie de son aileron avant aussi. Je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent arriver en termes de collision ou autre. Vous perdez des éléments ou vous roulez en piste avec quelque chose qui est un peu arraché ou autre. Je veux dire, on peut pas. Là, c'est parce qu'il y a effectivement le message radio clair
voilà, que c'est arrivé, mais je veux dire, il n'y a même pas, c'est même pas besoin de l'expliciter, c'est tellement implicite pour les pilotes euh, qu'ils doivent tout faire pour éviter une safety car si et surtout si leur équipier est en tête d'une course. Donc voilà, je pense pas qu'il faille en faire plus que ça. C'est un cas voilà, qui est arrivé là, qui est assez évident, qui a pu faire penser à, mais je vous avoue que moi, sur le coup, sur le Grand Prix et même sur les déclarations d'après-course, personne n'y a pensé. Non. Je veux dire, c'est vraiment Will Buxton presque qui a mis lui tout seul les pieds dans le plat. Il s'est dit, tiens, je tiens un truc là. Si Ouais, je je sais pas, il s'est dit, si je oh, fais un peu le buzz. on me dit trop souvent que je suis pro F1, je vais changer. Mais C'est ça. non, non, moi je suis Voilà. totalement, on va pas beaucoup débattre parce que je suis totalement d'accord Non. avec toi. Et en fait, moi, pour moi, le truc c'est que quand un pilote a un bout d'aileron qui pend, la FIA maintenant lui tend un drapeau, c'est noir et orange, pour qu'il rentre faire quelque chose. Donc à partir de là, si tu fais la même chose sur son aileron arrière, et ben tu lui tends le drapeau noir et orange, tu l'obliges à rentrer à la fin du tour. Mais du coup, le fait de rentrer au stand n'est pas illégal. Et comme le dit Xoan, si jamais on commence à dire ça, tu peux dire bah, un pilote qui a une bande de roulement qui est crevée, il va pas rentrer du coup, il se rentre sur le côté et sa course elle est finie. Donc moi je suis, oui, je pense que là c'est n'importe quoi. Et comme dit Warius, c'est pas une boîte de Pandore, c'est un pilier de Pandore. Mais effectivement, c'est pas très gros. Non, non, je pense que là c'est, ouais, il y a eu deux trois voix qui se sont échangées, qui se sont élevées contre ça, et quelques journalistes aussi. Enfin non pas que Buxton soit pas journaliste, mais d'autres journalistes. Mais je trouve que c'est un peu, ouais, c'est un peu, enfin c'est un non-sujet pour moi. Mais on voulait quand même parler de la FIA puisque on s'est fait la réflexion tous les deux qu'on n'avait pas grand chose à leur reprocher ce week-end et même qu'on avait des compliments à leur faire. Ouais, Euh, gestion de la course quand même, bah super quand oui, même. Voilà, ils ont laissé partir effectivement les pilotes à l'heure sur une piste bien humide quand même. Hein. ouais. Voilà, il y a pas eu de tour de safety car en préambule pour vérifier que tout va bien ou deux trois tours de vérification avec Mm. voilà. Après ça, ils auraient pu se réarrêter sur la grille, on aurait perdu deux trois tours sur la course. Non, non, ça a été direct. Hein, voilà. On part à 14h heure locale, directement tour de formation puis tour de départ lancé. C'était parfait, c'était bien géré. Bon, après aussi, ils ont eu la chance qu'il n'y ait pas eu des averses non plus énormes aussi. Ça les a aussi sauvés, hein, on va dire ça aussi comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas eu de grosses averses à gérer derrière, parce qu'après, effectivement, la question du drapeau rouge serait intervenue. Donc, non, non, bah, ils ont été fidèles à la même. D'ailleurs, je trouve que c'est commissaire. Bon, c'est souvent quand il y a Warwick, d'ailleurs, qui est commissaire sportif, où ils sont un peu plus, je trouve, assez justes, d'ailleurs. En général, Mm. Warwick, il a quand même plus la notion de ce que reçoit un pilote et puis ce qu'il faut juger ou pas. Oui. Il n'y a pas eu de scandale entre guillemets, voilà, même la petite accrochage entre Piastri et Russell, voilà, ça n'a pas non plus été jugé hors de propos, voilà, incident de course. Je veux dire, voilà, non, la FIA très très bien ce week-end, elle a bien géré, elle a même su avancer le Oui, départ. mais oui. Là, c'est surtout ça, je dis, c'est la première fois que ça nous arrivait, effectivement, c'était pendant les EL1, effectivement. On avait prometté un départ au bout de 25 minutes, puis finalement, ils se sont rendus compte que ça séchait tellement c'était au bout de 21 minutes, du coup. Donc, les équipes ont même dû être un peu surprises de devoir réavancer le lancement en piste. Voilà, donc comme quoi, si la FIA peut aussi décider si les conditions vont bien, de réavancer l'entrée en piste. Donc ça, ça avait vraiment bien surpris. Bah, c'est pas mal qu'ils aient un Et petit peu, ouais, qu'ils soient un peu moins rigides, surtout sur des EL1, quoi. On s'en fout un voilà. peu. Et puis nous aussi, côté personnel, pour le travail médiatique, ça a aussi été un bonheur de voir les conférences, toutes les trois conférences de presse qui tombaient. On travaille aussi beaucoup avec les transcripts, voilà, les Mm. transcripts des conférences. Il y a eu notamment aussi une conférence sur les F1 2026 où Tomasis et Monchou se sont un peu plus expliqués sur la philosophie du règlement 2026 et ce transcript-là est aussi tombé très très rapidement pour effectivement aller dépioter un peu toutes les déclarations. Donc vous avez retrouvé, je veux dire, 90% de ce qui était intéressant sur le site pendant le week-end. Donc voilà, aussi un bon petit craquito, allez, pour reprendre les termes d'une émission concurrente et d'un ami sartois. Voilà, quelques craquitos pour la FIA pour une Mm. fois. Au moins de donner de notre côté. On verra s'il le reprendra à son compte ou pas. C'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a eu deux trois pénalités qui ont fait un peu débat, celle de, enfin, ou absence de pénalité. Sainz qui en a pas pris pour avoir relâché les freins alors qu'il était au milieu de la piste en tête à queue. C'est vrai que je crois qu'une fois ça avait été puni, mais bon, il n'y a pas, enfin le précédent, j'ai même pas réussi à retrouver le précédent. Il me semblait qu'il y en avait un, mais j'ai pas trouvé. Et la pénalité de Ricardo que Clovis dit d'être un peu bizarre, mais après ils avaient dit que maintenant il y aurait un jugement qui ne serait pas que du capteur sur les départs. Non, moi je trouve celle de Richardo plutôt justifiée parce Moi que aussi. mine de rien, quand vous commencez à avancer les roues, c'est quand même autant de points de grippe à pas trouver. Et bon, après, Surtout voilà, sous la pluie. effectivement. Voilà, donc l'embrayage qui collait un peu, ou enfin voilà, qui avait même plus de friction que prévu. Surtout, effectivement, comme tu dis, en plus, surtout sous la pluie, c'est forcément une petite aide supplémentaire au départ pour l'un pilote. Et non, non, le pilote doit rester stationnaire, il ne doit pas justement, même si vous avancez à
1 centimètre par heure pour bah, vous avancez et vous êtes du coup, moi c'était plus qu'un centimètre par heure, là, c'était 1 centimètre par seconde, on va dire, voire même un peu plus. Mais voilà, on voyait clairement sa voiture qui avançait bien avant le signal, même si elle avançait pas très vite, elle avançait quand même. Donc non, pour moi, sur ce coup-là, je suis désolé, c'est justifié. Donc après, c'est peut-être effectivement une faute technique, hein, c'est certainement une faute technique. Mais du coup, après, je trouve qu'il a pas non plus, c'était pas été très cher payé. Hein. Les faux départs, en général en F1, c'était plutôt souvent du stop and go, enfin drive-through ou stop and go. Donc là, 5 secondes sur le temps de course, c'est pas cher payé. Non, alors Xoaz dit Grosjean n'avait pas été sanctionné à Barcelone pour ne pas avoir lâché les freins. Lui, il a été sanctionné pour avoir réaccéléré. En 2018, il part en tête à queue et en fait, il lâche pas les gaz, il rappuie et il fait la fumée, l'écran de fumée qui ensuite provoque le chaos derrière. Donc, c'était un petit peu une situation différente ce jour-là. Est-ce que c'est toujours un capteur qui fait foi? Justement, non, en fait, c'est maintenant, ils ont vu qu'il y avait eu un débat la dernière fois que le capteur avait fait foi, ils ont dit que maintenant, il y aurait un élément humain, alors on apprécie ou pas, mais qui jugerait aussi en parallèle du capteur, parce que des fois, le capteur ne prend pas... ne juge pas qu'il y a pénalité parce que la pilote accélère en étant un peu en retrait dans son emplacement et ça ne passe pas le capteur et tout. Donc il y a des choses comme ça où il y a eu des situations qui étaient un petit peu limites et du coup ça crée des situations qui sont parfois un petit peu limites, mais là ça m'a paru plutôt justifié personnellement. C'est dans l'intolérance effectivement que ça se joue. Après par exemple tous les petits soubresauts aussi quand vous passez la première aussi, il y a un petit soubresaut sur la monoplace qui est pris en compte aussi par les capteurs. Donc il y a forcément une petite tolérance. Hein. Ça peut pas être vous pouvez pas être non plus être du statique fixe planté sur les freins parce que c'est pas le but non plus. Mais effectivement voilà, il y a des petits cas où effectivement on s'interrogeait tous de voir les monoplaces un peu bouger, pas de pénalité. Donc c'est pour ces cas-là effectivement que l'œil humain sera jugé. Donc en fait, ce que vous voyez à la télévision aussi, vous dites mais il a bougé là. Et en fait c'est pour ce genre de cas-là que la FIA effectivement est autorisée à intervenir de manière humaine sur le jugement d'un faux départ. Exactement. Du coup, on va quand même avancer dans cette émission et passer à l'équipe suivante qui est McLaren. McLaren avec la 2e place de Lando Norris, la 5e d'Oscar Piastri. L'équipe renforce sa 3e place au championnat et se rapproche de Ferrari puisque Ferrari n'a pas marqué de points. Et globalement, c'est encore une fois. Alors, McLaren est toujours un peu short pour jouer la victoire, notamment parce qu'ils étaient un peu short pour jouer la pole, ils étaient en 2e ligne. Mais malgré tout, on voit une équipe McLaren qui continue à être très solide et qui continue à être performante sur tous les tracés. Alors bon, il y a eu le petit couac de stratégie, enfin comment dire, la safety car rentre et en fait McLaren n'avait pas dit à Norris que s'il y avait safety car il fallait qu'il rentre et du coup le temps de prendre la décision il avait passé l'entrée des stands et il a dû s'arrêter au tour suivant, ce qui l'a renvoyé en 3e place. Mais c'est vrai que son run à ce moment-là où il avait 15 secondes d'avance, il prenait 2 secondes et demie d'avance au tour sur les autres, il volait et la safety car pour lui est rentrée au pire moment. Et puis après ils ont tenté un overcut pour reprendre Russell et Verstappen, mais l'overcut donc c'est resté un peu plus en piste pour ressortir devant en ayant fait des meilleurs tours avant de rentrer, sauf parce qu'il avait un très bon rythme, sauf que la chauffe des pneus l'a un peu pénalisé et du coup il n'a pas réussi à rester devant Verstappen. Mais globalement c'est plutôt positif pour McLaren, malgré le fait que Norris a commencé par un simple c'est pas de chance pour finir par l'équipe n'a pas fait son travail en gros. Ouais, effectivement, ça change un peu de ton entre le HO à la sortie de la monoplace et la conférence de presse donnée devant les médias une demi-heure, 3/4 d'heure après l'arrivée, c'est après le timing. Non, on peut comprendre qu'il est déçu, hein, parce que de toute façon cette course entre Russell, entre Norris et Verstappen, c'était les trois méritaient de la gagner finalement. Hein. Personne n'aurait été surpris que ce soit un de ces trois-là et pas Max qui, un de ces trois-là, mais y compris Max qui la gagne. Comme tu dis, effectivement, Norris il volait en début de course, c'était vraiment impressionnant. Petite erreur stratégique. Alors ça se joue à 1 seconde et demie ou à 2 secondes, je crois, c'est d'après ce que dit Andrea Stella sur la décision. Certains Red Bull a un petit peu glossé pendant le Grand Prix, disant que c'était un peu le payback de Miami. Bon, c'était pas tout à fait la même situation non plus, mais il y avait un peu de ça aussi. Et puis c'est bien, ça nous donne aussi un petit peu l'occasion de voir que même si Verstappen était devant, il n'arrivait pas forcément à les décrocher facilement derrière. Et que du coup, on a vraiment un championnat qui est extrêmement serré entre 3 ou 4 équipes. Maintenant, on va attendre quand même Barcelone pour confirmer tout ça. Et McLaren, effectivement, la première fois qu'ils marquent quand même des points en 10 ans au Canada. C'est quand même, ça faisait quand même depuis 2014 qu'ils n'avaient pas marqué au Canada. Ouais.
quand même le souligner. Bon, C'est long, hein. ça fait très très long quand même. C'est vrai que les deux seules années où ils avaient une bonne voiture, c'est 2020 et 2021. On n'allait pas au Canada, donc c'était pas de bol. C'est ça. Donc voilà, c'est quand même à noter. Et puis voilà, il marque 28 points, donc c'est le plus haut total de points du week-end. Oui, puisque c'était 25 points c'était 25 points Pour Red Bull. Red Bull, voilà. Donc Comme quoi, on voit l'intérêt d'avoir un deuxième pilote qui marque des points aussi. c'est ça. Et je crois même aussi que Mercedes c'était à 28 points aussi, il me semble, sur le total marqué. Ils finissent 3 et 4, ça fait 15 et 12, plus le meilleur tour. Ouais, Ça ça fait 28 aussi, c'est ça. Il y a quand même Mercedes et McLaren qui ont marqué le plus de points ce week-end. Donc c'était assez équilibré du coup, à 3 points près, 28, 25, 28, 28 et 25. Ferrari qui fait la gueule, on y reviendra après. C'est ça, mais donc voilà, McLaren qui confirme, eux par contre, que leur monoplace, elle n'est pas du tout délicate. Voilà, parce que Red Bull, certes, sauve les meubles à Imola et sauve les meubles aussi au Canada, mais ils étaient un peu nulle part à Monaco. McLaren était bien là à Imola, était bien là à Monaco, et bien là au Canada. Ils confirment vraiment bien la Miami. Bien la Miami aussi. Donc ça, voilà, confirme donc que la MCL38 est vraiment une très très bonne monoplace. Alors maintenant, on va chaque fois reparler un peu de Barcelone, à confirmer à Barcelone sur un circuit de plus d'aéro sur ce coup-là. Mais voilà, McLaren et à améliorer en qualif, je dirais, parce que c'est toujours leur point faible, ils le disent eux-mêmes. En fait, ils n'arrivent pas vraiment, ils se qualifient moins souvent en pole ou en première ligne, et c'est vrai que ça leur coûte un peu de place au départ. Surtout Barcelone, c'est très important. Bah, c'est ça. C'est le pire, quoi. On voit finalement même à Miami, Norris gagne en étant 6ème au départ, mais au final, c'est vrai que s'il se qualifiait plus souvent en première ligne, je pense qu'il jouerait la victoire à chaque course, honnêtement. Donc, et encore, il la joue quasiment à chaque course depuis Miami, malgré tout. Parce qu'il ça passe à pas grand chose, hein. Je crois qu'il a 20 quelques millièmes, non, je crois, Norris de la pole. Donc, oui, 21 millièmes, je crois. Ouais, de toute façon, ils sont 3 Enfin, c'était ultra réduit. C'est de la folie, hein, la Formule 1 cette année. Donc, vraiment, les courses vont pas que ça se jouer le samedi, mais pas loin, quoi. Ouais. Au Canada, on peut dépasser, on peut jouer un peu sur les stratégies. En plus, là, il y a eu les conditions changeantes et tout, donc ça a permis effectivement de voir plusieurs leaders différents. Mais ouais, effectivement, la qualification devient vraiment cruciale, quoi. Donc, et tu vois, par exemple, en Espagne, je pense à Red Bull, ils ont souvent joué la stratégie pour lancer Perez dans une stratégie différente et qu'il fasse un peu chier la concurrence. Et s'il se qualifie encore loin, ça ne sera pas possible. Et en Espagne, c'est crucial d'être dans les deux voitures devant pour justement pouvoir en avoir une qui empêche un peu de tourner en rond les autres et en avoir une qui fait la stratégie optimale, ce que fait Red Bull très souvent là-bas. Piastri monte aussi bien son niveau de jeu aussi pour ça, donc c'est assez cool pour l'équipe. En tout cas, ils sont bien lancés, donc voilà, juste le petit coup de gueule de Norris en conférence de presse qui aurait pu être un peu plus soft, on va dire. Voilà. Ouais. Donc, oui, il s'est un petit peu énervé. Je pense qu'il a pris le retour de regret. Il aime bien s'énerver. Que ça soit lui contre lui-même, contre l'équipe, il y a des petits pics comme ça qu'il va falloir qu'il réussisse à canaliser un peu. Je pense, parce que là, pour l'instant, ça joue pas encore le titre, ce genre de choses, mais on sent un petit peu comme à chaque fois un peu énervé quand la victoire est en jeu. Et c'est normal, hein, il a pour ça, mais attention à calmer ses ardeurs, à savoir d'où vient McLaren et à rester positif dans la progression, parce que il y a 99,89% de positif chez McLaren en ce moment. Ah bah c'est sûr, hein. Encore une fois, il y a un an, ils n'étaient pas là du tout, hein, donc faut remettre un petit peu en chaud. On sera en Autriche, on pourrait dire que ça fait moins d'un an, mais là, pour dire ça fait un an, il était là. Exactement, et encore, c'est à Silverstone qu'ils avaient vraiment commencé avec la deuxième partie du package, qu'ils avaient vraiment commencé à viser des gros résultats. Mais en tout cas, très encourageant pour McLaren. Eux, c'est une tendance. Chez Mercedes, c'est pas une tendance puisque c'était tout nouveau, mais on a retrouvé une équipe Mercedes qui joue enfin des gros résultats. Donc ça fait plaisir parce que on a... c'est vrai que ça fait un moment qu'ils disent, on se moquait un peu d'eux, parce que ça fait un moment qu'ils disent oui, la voiture elle est bien, ça va fonctionner, on va réussir à faire quelque chose et tout. Puis nous, à force, on était un petit peu moqueurs parce que on voyait que ça n'avançait pas et qu'à part nous dire que la voiture était saine, en fait, il n'y avait pas grand chose qui le prouvait. Et le fait est, alors c'est pareil, encore une fois, circuit atypique, donc à confirmer à Barcelone et ailleurs, parce que l'an dernier, Barcelone, Mercedes, il fait son meilleur week-end de la saison et derrière, plus rien. Donc voilà, il y a aussi il faudra confirmer plus tard, notamment sur des circuits comme l'Autriche et Silverstone, qui sont aussi des circuits d'aéro et de stabilité. Mais très bien, la pole de Russell. Hamilton rate sa qualif, c'est dommage, parce que je pense qu'ils avaient le moyen de monopoliser la première ligne. D'ailleurs, Hamilton lui-même, c'est un article qu'on publiera demain, qu'il fait trop d'erreurs et qu'il faut qu'il se reconcentre, parce que là c'était pour lui le mauvais week-end, donc ça c'est bravo à lui de le reconnaître.
Et puis Russell, course un peu plus compliquée. Russell a pas réussi à faire toutes les manœuvres qu'il voulait. Il a fait des erreurs, donc qui lui ont coûté quelques places en course, mais il finit quand même sur le podium. Donc sa deuxième pole en carrière et un nouveau podium, c'est quand même plutôt un bon bilan pour un week-end où on les attendait pas encore. Non, et puis bon, c'est une confirmation un petit peu de ce qu'il disait à partir de Monaco, hein, parce que les évolutions sont aussi arrivées à Monaco. Finalement, d'être revenu sur un aileron avant, plus conforme à ce que le règlement souhaite, en tout cas, semble porter ses fruits. Voilà, donc il avait expliqué qu'ils étaient allés trop dans un autre extrême par rapport à la génération par rapport à la F1 de l'année dernière. Et que maintenant, ils avaient compris où était le compromis, et force est de croire, puisque c'est les pilotes qui le disent, c'est Toto Wolff qui le dit, c'est James Allison qui le dit aussi, et les résultats commencent à le montrer. Donc, pour tous les fans de Mercedes, d'Hamilton et de Russell, pour tous les fans de F1 aussi qui veulent voir plus de bagarres en tête, c'est effectivement une très bonne nouvelle de voir que Mercedes a enfin trouvé son étoile polaire, qu'elle avait certainement mal située plusieurs fois sur une carte ces derniers mois. Mais ça y est, je crois qu'ils ont mis la carte à l'endroit. Enfin. Et effectivement, l'étoile polaire, elle semble être là en tout cas. Donc, tout ce qu'on leur souhaite maintenant, c'est effectivement de confirmer. Monaco, Canada, c'est toujours un peu particulier, mais on revient effectivement. Confirmation de Barcelone et surtout Silverstone, je pense aussi, parce que Silverstone en plus, ils ont un gros package aussi qui va arriver à Silverstone apparemment. Donc, qui prévu de longue date celui-là en plus, donc je pense qu'il y a un gros développement derrière. Ouais. Et ça pourrait être la surprise de la deuxième partie de saison, comme l'année dernière, McLaren a été la surprise de la deuxième partie de saison. On peut imaginer effectivement que si Mercedes a vraiment trouvé son étoile polaire, j'aime bien cette expression, elle est ça comme sympathique. Oui. S'ils ont vraiment trouvé cette étoile polaire et que derrière les grosses pièces prévues pour ça, parce que maintenant, c'est vrai que c'est les développements qui arrivent, c'est des enseignements de ce trop loin, de ce trop extrême qu'ils ont tenté en début de saison, qui vont arriver, et si effectivement ça débloque ce qu'ils pensent que ça doit développer, ça peut vraiment on peut pas dire dominer, là du coup on serait tous un peu dégoûtés que Mercedes à dominer d'une demi-seconde devant tout le monde, mais effectivement si ça peut les remettre vraiment en lice pour la victoire à chaque Grand Prix, je pense que tout le monde serait preneur, quoi, parce qu'on aurait vraiment 4 équipes qui pourraient jouer la victoire à chaque Grand Prix. Et donc ça veut dire aussi bien qu'ils peuvent finir aussi bien premier que 8e, et ça ce serait assez dingue, quoi. Donc on est dans un scénario où on pourrait avoir 7 vainqueurs différents en fin d'année, hein, sans surprise particulière. Pourquoi 7 ? Tu ne comptes pas Pérez dedans ? Je ne compte pas Pérez dedans, effectivement. Le roi des circuits urbains n'est plus si roi. Le roi des circuits urbains, vu que ça fait 2 années de suite qu'il fait sortir en Q1 à Monaco, je commence à penser qu'il n'est pas si roi que ça dans les circuits urbains. Mais après, je dis ça, mais peut-être qu'il peut nous sortir une Singapour. Mais bon, Singapour, ça va être compliqué pour Red Bull, mais ça peut le faire. Il peut aussi avoir un regain de forme. Je ne veux pas non plus l'éliminer, mais dans l'idée, là, actuellement, on a 7 pilotes pour moi qui peuvent à terme jouer une victoire à un moment ou à un autre. Mais Pérez, pour l'instant, je ne vois pas faire ça. Donc voilà, positif pour positif pour une demi Red Bull, positif pour les 2 McLaren, positif pour 2 Mercedes. Ouais. On peut enchaîner, je pense. Je vais juste répondre à la question de The Riddler qu'il avait posée tout à l'heure. C'était sur le fait que ça sent un petit peu une mauvaise ambiance entre Hamilton et Mercedes. Alors, Hamilton a l'air un petit peu grognon en ce moment. Il a pas l'air très... Je pense qu'il a un petit peu la tête en rouge déjà, mais je trouve pas que ce soit la mauvaise ambiance non plus. Là, Hamilton a dit que c'était de sa faute ce week-end. Les pilotes, alors bon, forcément, il laisse les pilotes se battre, donc il y a des frustrations en fin de course parce que Hamilton, Russell tente de passer Piastri, il n'y arrive pas, il se rate. Finalement, Hamilton le dépasse et passe Piastri ensuite. Et puis derrière, on a Russell qui arrive à trouver la faille et dépasser Hamilton. Donc je pense qu'il y a un petit peu de frustration parce qu'il jouait le premier podium de la saison pour l'équipe, donc je pense que les deux avaient envie de le signer. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des tensions entre l'équipe et Hamilton globalement. Moins qu'au moment où il a annoncé la signature, par exemple. C'est plus Hamilton qui s'en veut plus à lui-même pour l'instant que le contraire. Non, je pense qu'il est même content de pouvoir finir un peu moins sur une meilleure note. C'est ce qu'il voulait, finir sur une meilleure note pour Mercedes. Et là, le fait de sentir que la Mercedes va mieux, que ça joue le podium et qu'il reste quand même encore 15 courses derrière, peut-être qu'il dit qu'effectivement, il pourra au moins finir avec des beaux podiums si c'était une victoire au moins avant de partir chez Ferrari. Donc non, en plus Russell a été extrêmement classe avec Lewis pendant la conférence de presse en disant qu'ils se connaissent bien, que Lewis est quelqu'un de très respectable aussi en piste et qu'il n'a pas du tout eu peur au moment de l'attaque, que lui fasse du sale. Il a bien dit que c'est pas du tout dans l'attitude de Lewis de faire du sale en piste, contrairement à ce que d'autres pilotes peuvent faire. Donc
Au contraire, Russell aurait pu dire effectivement, ouais, j'ai eu un peu peur, genre de choses, mais alors pas du tout. Il a dit, j'ai été à l'abordage de Lewis en confiance que ça allait bien se passer entre nous deux, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, non, effectivement, mais un peu chapouin forcément, parce que je pense qu'il a encore en tête ce tour en livre 3 qui lui aurait valu la pole même une belle pole voilà, l'après-midi, et ça l'a un peu, voilà. En plus, il a dit, en plus, j'ai pas changé mes réglages, j'ai rien changé, quoi. Et donc, Non, là, c'est vraiment une voilà, petite erreur, petit mauvais voilà, feeling. voilà, un petit mauvais feeling, des conditions qui n'étaient pas très faciles à appréhender aussi, hein, forcément. Donc voilà, il y a rien de négatif, je pense, pour l'instant, en tout cas, rien de perceptible à noter, voilà, entre Mercedes, l'équipe, et au contraire, même Toto Wolff, il a dit aussi que Hamilton avait moins se culpabiliser pour ce genre de choses. Ouais, non, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis, ouais, c'était bien que Russell dise qu'il a lutté contre Piastri et Hamilton et que pour lutter dans ces conditions-là contre des pilotes, il faut avoir toute confiance en ses rivaux. Et ça montre qu'il y a quand même un beau niveau de respect sur le plateau, en tout cas à l'avant. Je voulais pas. Oui, il y a Warius qui ressortait la citation de Wolf à la radio de Russell où il a dit Focus, George, focus. C'était pas mal. Mais c'était bien parce que finalement ça a marché. Il a juste dit 3 mots de manière très linéaire et puis ça a permis à Russell de se remettre dedans. Mais c'est vrai que c'était assez marrant comme intervention. Et l'accent était plus marrant que l'intervention. En fait. C'est ça. Focus. Focus. C'est ça. Ah oui, après, Verlicans a raison. Mercedes, s'ils confirment les bonnes perfs, ils peuvent encore aller choper Verstappen. Hein. Ça, c'est eux pour eux, ils jouent l'avenir aussi de l'équipe. Donc, c'est assez intéressant. Est-ce que Russell n'est pas en train de prendre l'ascendant dans l'équipe cette année? Oui. Maintenant, on sait qu'un pilote qui est sur le départ est toujours un petit peu en retrait. On l'a souvent vu dans l'histoire de la F1. Il faut pas oublier que l'an dernier, c'était vraiment une situation inverse. Hamilton était nettement devant. Donc, je pense que là, c'est un ascendant naturel aussi parce que Russell sait qu'il est l'avenir de l'équipe. Hamilton ne l'est pas. Et voilà, il y a un paquet de choses qui se passent. Et puis, je pense qu'Hamilton fait des erreurs, effectivement, parce qu'il n'est pas assez concentré, il a dit lui-même. Donc soit il se reconcentre à la fin de saison et ça peut se réinverser, soit il faudra qu'il se remette à zéro une fois qu'il arrivera chez Ferrari. Et effectivement, de toute façon, Russell sera le leader incontestable de l'équipe l'an prochain. Sauf si Verstappen arrive, mais où là, il pourrait avoir des petits soucis. Mais bon, malgré tout, il sera le leader en interne parce qu'il connaît bien l'équipe. Tout à fait. Après, s'il chope Max ou Antonelli va, bah ça, on ne sait pas exactement, parce que Williams n'a pas l'air d'en vouloir, donc ça, c'est un peu plus compliqué pour eux. Ça va quand même plutôt vers Antonelli. Hein, ouais. Globalement, je pense que la piste Verstappen, elle est passée un petit peu trop tôt et c'était pas au bon moment pour eux. Mais après, c'est mon avis. Ensuite, nous parlons d'Aston Martin. Alors, beaucoup plus tôt que les 2 dernières émissions, puisque ils avaient eu des week-ends un peu compliqués récemment. On a enfin retrouvé une Aston Martin alors, qui est clairement à sa place, c'est-à-dire pas dans le top 4 équipes, mais qui est la meilleure équipe derrière, en fait, dans ce peloton de pas mal avec les 6 autres équipes, je dirais. Puisqu'on a eu Alonso 6ème, Stroll 7ème. Ils finissent derrière, donc il n'y a pas. Ils finissent derrière globalement les 2 McLaren, les 2 Mercedes et puis Verstappen. Mais ils auraient fini plus loin forcément s'il y avait eu les Ferrari et s'il y avait eu Perez devant. Mais les Ferrari étaient moins bonnes que les Aston ce week-end. Je pense que ça pour moi c'est un one-off comme on dit, ça ne se reproduira pas. Mais ça fait du bien à Aston Martin de marquer des points et mine de rien. De voir les 2 pilotes faire de bonnes performances et être solides, quoi. Ouais, bah, bon après, ils ont dit même que c'est un circuit qui leur convenait un peu mieux que les précédents aussi, donc pour eux, c'est quand même, on va dire, rassurant, on va dire, de réussir à concrétiser ça si l'Aston Martin devait être plus rapide sur ce genre de circuit. Donc, d'ailleurs, l'année dernière, hein, et Alonso l'avait prouvé aussi avec une super perf aussi au Canada. C'est peut-être un début de mieux, c'est peut-être un début de compréhension des évolutions aussi. D'autres choses sont prévues pour Barcelone notamment en termes de pièces, d'après Fernando Alonso en tout cas. Donc ouais, faut juste espérer pour Aston Martin que ça repart dans le bon sens, au moins pour eux. Bon, il ne reste pas moins qu'ils sont quand même assez décrochés des 3-4 équipes de tête. Sur ce Grand Prix là, Ferrari, ils étaient bien devant, mais Aston Martin était bien devant Ferrari. Pas grand chose de plus à dire malheureusement sur Aston Martin, parce que tant qu'on n'aura pas compris ce que ces évolutions valent vraiment, on en restera sur le fait que le Canada est comme un circuit atypique aussi. Ouais. Donc malheureusement, je peux dire que réponse à Barcelone encore une fois, quoi. Donc, c'est là pour le coup, voilà. Après, Lance Stroll fait un très très beau week-end aussi devant son public. Oui. C'est sa 5e entrée dans les points en 6 participations au Canada, donc bravo à lui, parce qu'il est très souvent solide là-bas.
Et il a aussi remis un peu l'église au centre du village, parce qu'il a été, pour une fois, extrêmement attaqué par la presse locale quand même, hein, Oui. sur le fait que, ce qui est quand même très très rare, quand même, même, voilà, des journaux qui ont écrit des chroniques effectivement sur le fait est-ce qu'il a encore sa place en F1 juste grâce à son père. Il a quand même remis un peu l'église au centre du village, notamment sur les qualifications depuis le début de l'année, sur le fait qu'effectivement il était à égalité avec Alonso. Voilà, c'est 4 partout effectivement en termes de qualif entre les deux. Bon, il a eu un petit creux vers le début de saison, voilà, mais ces derniers temps, il est plutôt de nouveau de retour dans les chronos d'Alonso. Donc voilà, Ce qui n'est pas une mince affaire, hein, quand même, ça reste non, Alonso. ouais, Donc, c'est ça. Donc voilà, en espérant que ce soit pas juste une période passagère, comme d'habitude chez Lance Stroll, j'aurais envie de dire, s'il pouvait nous rester cette constance-là jusqu'à la fin de la saison, ça le changerait un peu aussi. Et ça changerait aussi surtout le regard que les gens ont de lui. Signer 2, 3, 4 belles perfs de suite ou comme ça dans l'année, ça suffit pas pour se forger une image de je mérite d'être là, d'autant plus quand on a cette pression supplémentaire-là d'être le fils du propriétaire. Tout autant talentueux qu'il est, hein, parce que pour piloter une F1, je vous dis, je prends tout le monde dans le chat là, il y a peut-être 0,01% de chance qu'il y en ait un qui soit meilleur que Lance Stroll. Voilà, mais donc il faut pas oublier le talent derrière. Et voilà, quand on se fait critiquer à domicile, qu'on se prend des chroniques comme ça, j'en ai lu quelques-unes hein, dans la presse québécoise qui sont quand même assez dures. Avant de commencer son week-end à domicile, ça doit pas être très sympa à voir. Et il a bien, je pense, bien retoqué ses journalistes, et puis il a bien montré, effectivement, qu'il avait fait un week-end solide et tout. Donc voilà, à confirmer sur le long terme. Et Aston Martin a confirmé effectivement que les évolutions sont comprises, que la voiture progresse bien et que ça repart dans la bonne tendance, parce que pour l'instant effectivement c'était un peu l'équipe qui se décrochait du top 10 possible, et qui se faisait même ramarrer par RBF1. Donc absolument. On a 2 questions dans le chat que je vais directement poser à Alex. Bonsoir Alex, déjà, comment vas-tu? Salut, ça va, j'ai vu que ça parlait de Lance Stroll, donc je suis tout arrivé. Bah oui, ta passion. Alors déjà, Lance Stroll a fait une réponse à un journaliste qui a permis de faire plus de 4 lignes, enfin 4 lignes de citations ce week-end, donc c'était assez impressionnant, parce que normalement c'est 3 ou 4 mots. Et il y a Garnat qui demande si c'est pas plutôt Alonso qui est blasé, et qui montre le fait que Stroll aille mieux, ou est-ce que, comme le dit Lambeau Diablo, c'est plutôt Stroll qui a retrouvé la motivation. Qu'est-ce que t'en penses toi, Alex? Bah, ça faisait la tendance, hein, effectivement, que Alonso était sur la pente déclinante. Bon, là, c'est la première fois depuis 3 courses, hein, donc effectivement, qui bat, qu'Alonso bat Stroll en qualification qu'en course. Moi, j'ai l'impression que les soucis, honnêtement, hein, enfin, Stroll, on le connaît, maintenant, c'est un pilote qui est très expérimenté, mine de rien. Peut-être que les soucis venaient plus d'Alonso, d'une Aston Martin qui était inconduisible, avec les évolutions d'une part de frustration que Lawrence Stroll. Voilà, c'est ça combien de saisons F1? C'est ça, huitième? Huitième, ouais. Ouais, huitième, donc voilà, donc on le connaît, donc je pense pas que subitement va devenir tout simplement meilleur. Je pense que les conditions des circuits, la nature des évolutions de l'Aston a peut-être fait faire un pas en arrière à Alonso plus qu'un grand pas en avant à Stroll. Après, j'espère me tromper, mais je pense qu'au bout de 8 saisons, enfin, Stroll, voilà, effectivement, comme le dit Alka, il a toujours eu du talent. Donc, les souvenirs, c'était quand à Monza en 2017, où il fait deuxième, par exemple. Bon, voilà. Ouais, évidemment, il y a sa pole, voilà, il y a sa pole aussi, mais effectivement, c'est un manque total de constance. Donc, non, moi, je dirais que c'était plus Alonso qui a souffert des évolutions de l'Aston. Ok, ouais, je suis assez d'accord, pour le coup. Bon, alors, je pense qu'on a fait le tour à peu près d'Aston Martin, parce que c'est pas non plus l'équipe qui a le plus... voilà, c'était, ils ont répondu présent, mais c'était pas non plus la folie. On a eu une petite inversion de force et de tendance chez RBF1, avec un Daniel Ricciardo de Gala qui nous a sorti une 5ème place en qualif, et puis qui a fait une belle course pour arriver 8ème malgré sa pénalité, et un Yuki Tsunoda qui en était du coup... qui a quand même fait une Q3, qui a été plutôt solide, mais qui a fait une erreur à la fin, qui avait tenté une stratégie à un seul arrêt, enfin surtout une stratégie sans s'arrêter sur la première safety car en gardant les vieux intermédiaires, parce qu'ils ont été 3 à faire, il y avait Ocon, Bottas et lui, et ça a été un petit peu... bon, ça a été la fin de course qui a été plus compliquée pour lui avec une sortie de piste, mais globalement, plutôt des bonnes performances de RBF1, qui continue elle aussi, mine de rien, à montrer des bonnes pointes de vitesse sur plusieurs circuits, et un Ricciardo
qui a été peut-être un petit peu vexé par Jacques Villeneuve en début de week-end, puisque Villeneuve a dit qu'il avait plus grand-chose à faire en Formule 1 et que s'il était là, c'était grâce à son image. Alors les propos de Villeneuve sont durs. Parfois Villeneuve va trop loin, mais pour autant peut-on dire qu'il avait tort? Je ne pense pas. Personnellement, je trouve que ses propos n'étaient pas faux, même s'il généralise toujours un peu. Il y a l'idée où il dit ça fait 5 ans que Ricciardo est complètement dans le saut, alors que c'est faux. Il y a 5 ans, c'était 2020 chez Renault, il était très très bon. Le fait est que depuis 2021, c'est quand même la tendance qui s'affiche, c'est que Ricciardo ne met pas trop une roue devant l'autre. Il y a quelques fulgurances, il y a Monza 2001, il y a le Mexique l'an dernier, il y a cette année la Chine où il fait un très bon samedi, et puis ce week-end qui était très bon. Mais globalement, voilà. Est-ce que c'est, à votre avis, le phénix qui revient, ou est-ce que c'est juste un petit coup de motivation? Est-ce que c'est aussi le Canada, parce qu'on sait que Ricciardo est très très bon au Canada, et est-ce qu'on risque de revoir un Tsunoda dès Barcelone reprendre un peu l'avantage sur Ricciardo? Alex, par exemple. C'est ce que dit Ricardo, c'est un article qu'on va publier, je crois, demain. Effectivement, il dit que les propos de Villeneuve lui ont attaqué sa fierté et que du coup, ça lui a redonné un peu du boost et qu'il avait envie de lui donner, de donner tort à Villeneuve. Et donc, évidemment, ça pique l'ego d'un pilote de Formule 1 et même Ricardo, tous les pilotes de Formule 1 ont forcément un ego très, très développé. Mais cela dit, c'est un petit peu la même chose qu'on disait sur Stroll. Hein. C'est un problème de constance. Et à la régulière, c'est ça qui domine assez outrageusement Ricardo. Ricardo, c'est la première fois qu'il marque des points dans un Grand Prix cette saison. Le dimanche, sur l'autre côté, son performance du sprint. Donc c'est quand même assez aussi révélateur et globalement, c'est aussi un pilote du passé, hein, mine de rien. Il a 34 ans et Marco l'a déjà dit, il n'a pas forcément à être dans une équipe qui a vocation, même si c'est de plus en plus une équipe sœur, qu'une équipe fille, mais a vocation à former des jeunes. Et voilà, là pareil, le problème c'est qu'il ne devrait pas avoir besoin de propos peu amènes d'un consultant qu'il est encore moins pour pouvoir se motiver et livrer ce genre de performance. Ouais, je suis assez d'accord, hein. C'est pas normal que ce soit en réagissant à un excès de frustration qu'il arrive à faire des perfs comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, Franck. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que si effectivement il dit que ça l'a piqué dans son ego et que ça l'a motivé, je veux dire, envoyer du shitstorm à tous les week-ends. Marco va l'insulter tous les jeudis. Fouettez-le avec des orties, je sais pas, mais mettez-lui des punaises dans son baquet, j'en sais rien, mais je sais pas pourquoi c'est même dangereux d'avoir admis ce genre de choses parce que on sait que quand même que Ricciardo est un pilote qui marche beaucoup au moral. Ça, il a toujours confié. Quand il a eu des soucis un peu, il parlait vraiment toujours de son état d'esprit, de son moral, sa motivation, de trouver la foi. Pas sur le sens foi à Dieu comme pouvait l'être Hamilton à ses débuts ou beaucoup Ayrton Senna pour ceux qui suivent un petit peu le personnage, voilà, pour les plus vieux d'entre nous, mais très 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 proche effectivement de cet état. Bon, après on sait que le moral d'un pilote ça fait effectivement beaucoup sur les performances d'un pilote. Hein. C'est Alain Prost qui disait toujours que les performances d'un pilote c'est 80%, c'est le moral. Donc effectivement c'est important qu'un pilote se sente bien en lui. On sait que Ricciardo, son bien-être personnel, il n'est pas encore revenu au top niveau. Donc ouais, le fait d'être titillé comme ça, que ça le booste, effectivement, c'est un peu inquiétant quand même. Après, je ne vais pas rajouter plus que ce qui a été dit, mais c'est vrai que cet échange avec Villeneuve, voilà, il y a quand même eu 2-3 échanges différents, hein, puisqu'il y a eu ça s'est fait en plusieurs fois. Et Villeneuve a même répondu du coup à Ricciardo en disant la preuve c'est que si ça l'a piqué et que ça l'a servi, tant mieux. Donc voilà. Après c'est vrai qu'il y a des mots qui ont comme toujours hein, chez Villeneuve comme chez Ricciardo d'ailleurs, des fois un peu sans filtre. Bon, c'est ce qui fait aussi un petit peu la grandeur entre guillemets amusante des deux personnages. Je sais que les propos de Villeneuve sont toujours très très appréciés en France, que ce soit aux commentaires sur Canal+, ou dans les articles. Parce que Villeneuve, il mange un peu, je veux pas dire qu'il mange un peu à tous les râteliers, mais c'est un peu le cas. Hein. Il est aussi bien consultant pour Canal que pour Sky F1, que pour Sky Italia, comme il écrit des chroniques aussi pour certains sites. Enfin, il a beaucoup. Il est très 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 imprégné dans le monde des médias et c'est donc que sa parole est très relayée. Donc chacun de ces mots est aussi bien pesé. Ouais, c'est quand même assez rare qu'il lance des choses comme ça à la va-vite sans savoir quelles répercussions ça a derrière. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime ou qu'on déteste Jacques Villeneuve, parce que je sais que le personnage est aussi assez clivant. Voilà, donc c'est
Voilà, effectivement, l'actualité RBF1, c'était plus l'actualité Villeneuve. On n'oubliera quand même pas de dire que Marco avait vendu la mèche sur le Oui. contrat de Tsunoda. Oui, parce que du coup, Tsunoda a été officiellement prolongé pour 2025, C'est ça. à quelques minutes de la qualif. C'est ça, donc je pense que RBF1 a dû communiquer suite un petit peu au pro de Marco aussi, et par rapport effectivement aussi aux rumeurs qui circulaient sur le fait que Aston Martin et Honda pourraient racheter la clause de Tsunoda pour apparemment 5 millions de dollars. Alors, évidemment, c'est toujours des rumeurs, des fois vérifiées, pas vérifiées. Celle-ci, on ne sait pas, on n'a eu qu'une seule source comme ça qui l'a citée, et on ne sait pas d'où ça vient exactement. Et d'ailleurs, Lance Stroll a dit désolé pour toi, Yuki, tu n'auras pas mon baquet en 2026. Oui. Donc voilà, on peut sentir qu'il y avait quand même quelque chose derrière qui pouvait se tramer, et que Honda pouvait faire une certaine pression pour essayer de placer. Alors, pression toute japonaise soit-elle, hein, avec toute la politesse japonaise. Excusez-moi, Aston Martin, pas une petite place pour C'est ça. un petit pilote Coup de japonais. pression, c'est excusez-moi, vous auriez une place, s'il vous plaît? Il est pas très grand en plus, il prend pas beaucoup de place. Faudrait une petite place. Une petite place. Mais il a du talent, hein, le gamin. Hein. Yuki Tsunoda, bon, voilà. Donc non, voilà, il y a vraiment eu effectivement je pense des tentatives de sortir Tsunoda de la filière Red Bull. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Aston Martin. Hein. Je pense qu'il y a aussi d'autres équipes intéressées, comme je pense Alpine par exemple. Je pense que ça serait typiquement une équipe intéressée, comme As peut-être aussi. Voilà, donc non, Yuki Tsunoda, c'est bien qu'il soit conservé parce qu'il le mérite en tout cas. Et je trouve même qu'il mériterait d'être promu chez Red Bull, mais ça, on en reviendrait après au départ du début d'émission. Ouais. Enfin, il mériterait si Perez était sorti en Q1. Hein. Oui, ou s'il avait abandonné, ou voilà. ou s'il s'était fait dépasser par une Alpine pendant la course, ce genre de choses. Mais ça n'arrive pas. Donc, on est quand même pas là. non, heureusement. Heureusement, je ça serait scandaleux. C'est ça, ou s'il roulait entre 3 et 9 dixièmes de son équipier, ça Ouais, voilà. Ouais, t'imagines s'il prenait 9 dixièmes en qualif, ce serait scandaleux. Ah non, mais il changerait tout de suite là. C'est pas ça sur Red Bull. C'est ça. Ou alors il serait fou. Bref. Voilà, en tout cas, ça c'était pour RBF1. C'est vrai que bon, c'était un week-end un peu particulier, mais essentiellement dicté. Alors, moi je suis d'accord avec Zoans quand même. Ricardo qui fait un bon résultat et qui ensuite montre les muscles en disant oui, ça y est, je suis de retour. Enfin, on va se calmer un petit peu parce que malgré tout, c'est qu'une 8ème place. Et si au Grand Prix suivant, Tsunoda est devant, il n'aura pas montré grand chose. Il y a quand même plus de haut, assez haut pour Ricciardo que le yo-yo qu'il faisait chez McLaren où c'était vraiment beaucoup plus catastrophique. Là, on est quand même sur des choses où, quand il se prend une petite valise par Tsunoda, la valise n'est pas énorme non plus. C'est 1 ou 2 dixièmes. C'est pas 3, 4, 5 ou 9. Et c'est pas ce qui se prenait en termes de valise chez McLaren par rapport à Norris. Donc, effectivement, il n'est pas tout le temps au niveau de Tsunoda, mais bon, il faut peut-être aussi accepter que Tsunoda est meilleur. Mais si Ricciardo réussit à maintenir un 2-3 dixièmes derrière constamment ou être devant de temps en temps et à aider à guider l'équipe sur le plan technique et tout ça, il aurait aussi totalement mérité de garder sa place. Le problème, c'est qu'apparemment dans les plans d'Helmut Marko, de garder Ricciardo, c'est quand même plutôt le plan B ou le plan C que le plan A. C'est ça, avec un Liam Lawson qui pousse derrière et qui menace lui aussi de partir du giron Red Bull. On va ensuite parler d'une équipe qui a mis ses 2 voitures dans les points, Alpine, avec la 9ème place de Pierre Gasly et la 10ème place d'Esteban Ocon. Donc c'est la deuxième. À dire, du coup, super. Oui, ce serait. Alors, c'est vrai que sur le papier, le week-end est très bien. On a une qualif un peu compliquée encore une fois, mais Ocon est éliminé en Q1, Gasly en Q2. Ocon avait 5 places de pénalité aussi. Voilà, Ocon a 5 places de pénalité, donc il part dernier. Alors, ils le font pas partir des stands avec un réglage pluie. Finalement, c'était une bonne idée puisque la pluie n'a pas été l'élément le plus présent de la course. Ils lui font faire la même stratégie, donc avec un arrêt, il se retrouve 9ème. Et arrive en fin de course une consigne disant à Ocon de laisser passer Gasly pour potentiellement aller chercher Ricciardo. Parce que Gasly est plus rapide et que lui avait de toute façon... en gros, c'était que de toute façon, il fallait laisser passer Gasly parce qu'il était plus rapide. Le truc, c'est que Gasly passe et ne décroche pas Ocon, ne va pas chercher Ricciardo. Et à la fin de la course, alors c'est vrai que moi jusque-là, tout avait l'air d'aller bien pour Alpine, puisque 3 points d'inscrits, les 2 voitures dans le top 10... globalement personne ne semblait mécontent et jusqu'à ce que Ocon décide de lâcher une petite bombe à l'interview Canal+ en disant de toute façon moi j'ai fait le taf, l'équipe n'a pas fait le sien. Donc voilà. Ensuite on a Gasly qui dit que Ocon avait que c'était une consigne par rapport à la mécanique, je crois, je sais plus exactement comment il dit ça. Oui, c'est ça. Non, c'est Famin qui a un problème de gestion d'énergie. C'est ça, c'était Famin qui dit problème de gestion d'énergie alors que Gasly n'en parle pas.
Et là, on se dit, est-ce qu'il y a eu consigne sur vraiment ce problème d'énergie, parce que c'est ce qu'ils ont aussi mis dans le communiqué de presse qui est sorti par la suite, ou est-ce que c'était une consigne purement sportive visant à mettre Gasly devant Ocon, sachant que Ocon, on a appris ce week-end aussi, puisqu'il commence à avoir la langue bien pendue du coup, vu qu'il sait qu'il va partir, n'a pas le même châssis que Gasly et a du poids en plus sur sa voiture. Donc est-ce que maintenant on est sur un all-in sur Gasly de la part d'Alpine, ou est-ce que c'était juste un truc un peu un petit concours de circonstances, Franck? Dans ce genre de choses, je me réfère toujours à la première source fiable et vérifiée d'informations, qui sont les échanges radio, qui pour le coup était important à publier, ce qu'on a fait effectivement sur le site, pour comprendre. Et effectivement, en aucun cas son ingénieur ne lui parle de problèmes de gestion d'énergie ou de soucis pour aller pour maintenir peut-être sa place par rapport à d'autres. Il y a absolument rien de tout ça qui lui expliquait. En tout cas, on lui dit clairement qu'il faudrait laisser passer Pierre pour tenter d'aller chercher Ricciardo devant. Et ensuite, la question c'est, si je n'y arrive pas, est-ce que Pierre me laisse repasser? Son ingénieur lui répond, je travaille là-dessus. Ça veut quand même dire qu'il y a de la négociation en cours avec Bruno Famin et tout le reste. Alors, ça, c'est des choses qui passent pas à la radio, donc du coup, la réponse à ta question, est-ce que c'est un all-in sur Gasly ou pas? Je ne sais pas, mais il y a fort à parier que si on n'a pas renvoyé Gasly derrière Ocon, il y a peut-être un peu de ça. Il y a aussi, bon, apparemment, quand même, la thèse prioritaire, c'est on n'a pas voulu risquer que dans cet échange de place, il y a un drama qui se produise avec un autre pilote qui pourrait en profiter et du coup sortir un des deux pilotes des points. Ce qui peut arriver, hein, je veux dire, des genres de boulettes, ça peut arriver, c'est pas. Mais bon, les deux sont quand même, je pense, assez professionnels pour savoir manager un échange de place sans qu'un troisième pilote en profite. Donc, non, de toute façon, il y a clairement un problème depuis politique chez Alpine pour sortir ce genre de phrases extrêmement méchantes envers l'équipe. Je pense qu'Esteban Ocon, il a toujours pas digéré l'image qu'on a donnée de lui, je pense, dans les médias. Ce que Fama aussi a lancé, hein, parce que c'est quand même Fama qui lançait à Canal+ à Monaco dans son intervention directe, ce qui a du coup pénalisé Ocon derrière. Et voilà, et la sanction, voilà, ce qui paraît effectivement comme une sanction, le fait de ne pas le renouveler, ce qui apparaît une sanction aux yeux du grand public, pas au niveau des fans de F1 que vous êtes, puisque vous savez très bien qu'Ocon cherchait déjà à quitter le navire, et il l'a d'ailleurs bien confirmé en conférence de presse dès son arrivée dans le paddock à Montréal, voilà, que c'était effectivement déjà en discussion depuis plusieurs mois qu'il voulait partir, ou enfin en tout cas qu'il cherchait quelque chose ailleurs. Donc voilà, non, on peut clairement dire qu'il y a un problème de gestion maintenant à venir chez Alpine d'Esteban Ocon. Il va pas falloir lui faire à l'envers trop souvent, parce que même son ingénieur qui lui dit en fin d'échange, désolé pote, il reste encore 15 courses, c'est encore long. Waouh, ça veut donc bien dire ce que ça veut dire. Ah ouais, ça va être dur. Donc ouais, je pense que si les deux continuent à naviguer l'un derrière l'autre, si Gasly peut marquer le maximum de points, et pourtant il n'y a aucun intérêt. Hein. Je veux dire que aucun des deux joue le titre ou quoi que ce soit. Je veux dire que ce soit un qui marque un point ou deux points pour Alpine derrière, c'est pareil. Donc pourquoi les frustrés sont un des pilotes même s'il s'en va, au risque effectivement de foutre le bordel dans l'équipe. C'est plutôt la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi, si effectivement ils ont vraiment eu peur. Bon, certes, je veux l'entendre, mais c'est pas l'air d'être le cas, parce que l'ingénieur dit je travaille là-dessus. Ouais. Donc pour moi, c'est bien qu'il y avait quelque chose derrière un peu. Moi, cette consigne, il y a le côté où Fama à la fin dit oui, de toute façon, il y avait un problème de gestion d'énergie, on avait peur que les As reviennent et les dépassent, et au final, les As, elles finissent derrière les Alpines, quoi qu'il arrive, et Ocon finit au cul de Gasly. Donc, est-ce que c'est un mensonge de Fama? Et là, j'en reviens à ce que dit Clovis dans le chat, qui est très juste. J'ai fait aussi je m'étais noté les mêmes choses ce week-end. Fama a caché que les deux n'ont pas le même châssis, et qu'Ocon a le plus lourd depuis 3 courses, et globalement, c'est vrai que c'est... ils ont caché qu'ils n'avaient pas les mêmes châssis. Moi, j'avais noté aussi que ils ont caché en début d'année le fait qu'ils n'avaient pas de châssis de remplacement. Quand Williams a annoncé qu'eux ne l'avaient pas, Alpine, on a su 2 semaines plus tard qu'eux non plus n'en avaient pas. Et ça, c'est vrai que c'est ce manque de transparence de Bruno Famin, moi, m'inquiète quand même pas mal, parce que on ne sait pas ce qui se passe dans cette équipe, en fait. Parce qu'Alpine, ils ont un statut d'écurie d'usine, et que Williams, ils sont encore dans le narratif d'une équipe en reconstruction, et simplement, c'est pour cacher le fait qu'Alpine est une
Non, juste une seconde sur les... En fait, c'est Ocon qui a reçu les premiers les évolutions cette année. Donc le châssis plus léger est arrivé ensuite à Gasly. C'était normalement une rotation comme ça. Et Pierre Gasly a dit que non, il n'y a pas de raison que cette rotation s'arrête. Et Fama a confirmé ça aussi. Donc c'est-à-dire que Ocon a eu les premières pièces, Gasly a eu le premier châssis plus allégé. Donc logiquement, du coup, c'est Ocon qui aura ensuite, du coup, forcément un châssis allégé et les prochaines évolutions aussi. Donc, logiquement, ils sont dans ce système de rotation. Si les deux équipiers peuvent pas avoir les mêmes pièces au même moment, c'est l'un d'abord l'un, ensuite l'autre, et c'est parti comme ça. Mais donc voilà, sur le coup des évolutions du châssis plus lourd, en plus on parle que de 1 ou 2 kilos. Ce qui n'est pas non plus de 10 kilos, on parle pas de 10 kilos, on parle de 1 mais ou 2 quand kilos, c'est quand même un peu de... Donc, voilà, je pense que faire un caca nerveux, je suis désolé pour l'expression, pour 1 ou 2 kilos, au niveau où est Alpine, c'est vraiment vouloir chercher la merde, désolé, il n'y a pas d'autre mot, pour rien et voir effectivement enfoncer l'équipe en public. Après, la question, en fait, dans les déclarations, c'était assez flou. Est-ce que c'est une rotation sur qui a une évolution, ou est-ce qu'ils vont faire une rotation pour savoir qui a le châssis le plus léger? Parce que j'arrive pas à savoir s'ils vont construire quand ils vont construire la monocoque, la deuxième monocoque avec le châssis plus léger, en fait. Il parlait vraiment des évolutions, en tout cas. C'est vraiment en cas de nouvelle pièce. Alors ça peut être, tu peux tout dire et rien dire à une nouvelle pièce. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre. En tout cas, la Westgate de Turbo est arrivée juste à temps. Pour Ocon, encore une fois. Ça fait comme 2 grands prix de suite qu'il y a une Westgate de Turbo qui l'enquiquine. Qui a failli lui coûter d'ailleurs le départ du Grand Prix. Alors, Adrien nous demande, petite question, est-ce que vous ne trouvez pas que Gasly semble profiter de la situation, du fait qu'il ne dise absolument rien, pas de soutien à Ocon, petite pique à Ocon, etc. Gasly, lui, il est encore en train de chercher à signer pour l'an prochain, donc forcément, lui, il joue le team player pour faire le contraste avec Ocon et se trouver une place soit chez Alpine, soit ailleurs. Mais après, c'est le jeu. Ça, c'est... Le seul truc qu'il a dit, c'est qu'il était énervé qu'il soit toujours lié à cette histoire avec Ocon. Lui, il fait sa vie dans son côté, il n'est pas responsable du management de l'équipe. Et il a dit, il faut arrêter de nous prendre pour des frères jumeaux. Moi, je n'ai strictement rien à voir avec Esteban, à faire ce qu'a fait Esteban. Donc voilà, lui s'est juste exprimé par rapport à l'accrochage de Monaco en disant que Esteban devait changer d'approche. Donc changer d'attitude, en gros, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais à part ça, il a dit, mais lâchez-moi la grappe en clair, par rapport à Esteban Ocon. Moi, je fais ma vie et ses soucis avec l'équipe, c'est pas les miens. Et il a raison de le voir comme ça. Ouais. Je sais pas, t'en penses quoi toi, Alex, de la situation? Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai problème de fond ou pas? Non, moi je pense pas. Enfin, un vrai problème sûrement de management chez Alpine. Et bon, on va pas refaire le match de Scalzi à chaud, Fama à Monaco. Pour moi, c'était ça le vrai problème, et ça aura des conséquences à long terme. Je pense pas qu'Ocon et Gasly aient une relation plus dégradée sur la piste que les autres pilotes. Il y a eu tout un narratif qui a été construit dès le début sur leur animosité, mais qui est plus de l'ignorance. Enfin, voilà, ils sont pas ennemis, mais ils sont pas non plus ennemis. Le fait qu'ils soient français, etc. Ça a fait monter les choses en épingle, mais en fait, il y a une sursensibilité médiatique à l'affrontement Gasly-Ocon, si bien qu'au moindre petit incident prochain, et on aura forcément, vu qu'il reste une vingtaine de courses en comptant les sprints, il y en aura forcément, au moindre petit incident, il y aura une surinterprétation médiatique d'un petit incident de course, et le problème, c'est que Bruno Famin est aussi responsable de cette situation avec les propos qu'il a tenus. Donc voilà, ça va rester une situation très difficile. On ne parle pas de la situation sportive qui s'améliore, mais qui reste évidemment moyenne. Voilà, Alpine s'est mis toute seule dans le pétrin. Ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus. C'est un peu... de toute façon, la saison va être compliquée à gérer, et je pense pas qu'il donne une très bonne image. La rumeur Flavio Briatore, c'est sérieux. Oui, a priori. On ne sait pas exactement où ça en est. Il n'y a pas eu trop de nouvelles ce week-end, mais oui. Canal+, a continué à dire que Canal+ a quand même des entrées quand même assez sérieuses, on va dire, chez Alpine. Continue à dire que ça serait officialisé dans les jours à venir. Donc peut-être avant l'Espagne, quoi. Donc a priori, il n'y a pas de raison d'en douter. Voilà. On va regretter le management chez Renault. C'est incroyable. Non mais oui, si Briatore revient, ça va être fou. Mais on peut pas redire Carlos Ghosn, il n'a pas le droit. Quelqu'un qui va ramener une valise quelque part. Faire des concerts. Ouais, enfin voilà, donc bon, malgré tout, sur le plan, parce qu'on est très négatif avec Alpine, comme on peut l'être des fois, mais malgré tout, c'est 3 points de plus, et ça leur permet de reprendre la 8ème place du championnat à Williams.
Alors bon, est-ce qu'on devrait s'en satisfaire ou est-ce qu'on devrait dire que c'est toujours pas au niveau? Ça, je sais pas, mais en fait, le fait est que pour une équipe qui jouait la dernière ligne lors des 2 premiers Grands Ouais. Prix, ça reste toujours un Ouais. progrès. Et là-dessus, on peut redonner le crédit aux gens qui bossent dans l'ombre chez Alpine, puisque quand même Ouais. plus de 1000 personnes qui travaillent jour et nuit à faire progresser cette équipe et qui y arrivent. Donc bravo à elles et eux. Le seul point Euh, positif pour eux, c'est autant de temps de développement possible pour 2026 derrière. Ouais. À rester à cette place-là. C'est ça. Ah oui, non, Ça mais fait, faut être, ça, ça faut fait, être- ça fait faut être partie clair, du hein. plan. C'est ça, c'est le plan. Elle plane. Ça se met en place. Pierre. Tout est calculé. Donc voilà. Ensuite, nous allons parler de As, qui a fini à la porte des points. 11e et Nico Hülkenberg, 12e Kevin Magnussen, qui était la seule équipe à avoir tenté un pari au début de la course en mettant des wets, donc des pneus pluie, à ces 2 pilotes, en espérant que l'averse qui était annoncée à 14h pile heure locale allait dégénérer, puisqu'il y avait une possibilité que ce soit le cas. Et en fait, dans l'idée de ne pas avoir à repasser par les stands pour mettre les wets, vu que tous les autres partenaires intermédiaires, finalement, ça ne s'est pas fait. Et alors, ils ont fait des premiers tours de folie. Il y a 9 dépassements de Kevin Magnussen, je crois 10 places de gagné au total. Donc, il remonte jusqu'à la 5e place. Mais derrière, voilà, ça a été. Lui, il s'est vite arrêté pour mettre des intermédiaires. Hülkenberg a tenté de cut pour passer des intermédiaires des wets au slick, mais finalement, ça n'a pas pu le faire parce que la piste est restée longtemps humide. Mais bon, bah, c'était pas bête de la part de Haas de tenter ce pari-là. De toute façon, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Donc, Magnussen aurait fait bien mieux si As n'avait pas foiré son arrêt, hein. Il coûte quand même énormément de place. C'est C'est 9 vrai. secondes son arrêt. Oui, Donc, exact. donc il perd énormément de place là-dessus parce que sinon il repartait beaucoup plus haut et je pense qu'il jouait les points quand même. Sinon, Oui, sans parce ça. qu'il repart 14 de mémoire, donc 13 ou C'est ça, 14. Donc, effectivement, s'il repartait ne serait-ce que 10 ou 11, je pense qu'il pouvait jouer au niveau de Ricardo, soit devant, soit derrière. Mais bon, après, bah, voilà, c'était pas la folie. C'était pas mauvais non plus. C'était milieu de C'est peloton, même peut-être même un peu mieux que Ferrari, on va dire, en termes de rythme de course, en tout Oui. cas. Alors après, Ferrari, c'est compliqué à jauger, puisque Ouais. Sainz a rapidement eu des dégâts et Leclerc avait son problème moteur. Donc, Mais bon, on attendait mieux de As sur ce circuit-là, avec le moteur Ferrari notamment, qui est très puissant. Et ben As a été un peu à l'image de l'équipe mère, hein, enfin l'équipe partenaire, qui est Ferrari, a été un peu décevante effectivement en termes de performance. Mais voilà, et je crois qu'il faut arrêter maintenant de se dire telle équipe est plutôt favorite sur tel circuit ou pas, parce que finalement, ça se joue tellement à pas grand-chose que ça va se jouer essentiellement à la mise en fonctionnement de la voiture. Et l'exemple des rouges dont on parlera vers la fin de l'émission, En avant-dernier. voilà, nous prouve bien cela, quoi. Donc, on peut tout à fait trébucher sur un Grand Prix. Et trébucher lourdement. Ouais, c'est ça. C'est exactement Non, ça. pas de point pour As sur ce coup-là, mais ils ont pas démérité. Ils ont fait un très très beau pari. C'est un beau pari, ouais. On en parlera tout à l'heure, que Steak n'a pas osé, alors que Steak, dans le genre pari à faire, c'est bien un de ceux qu'ils auraient pu faire, c'est bien celui-là. On en parlera tout à l'heure. Oui, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Bon, on peut en parler maintenant, de toute façon, c'est la suite. Ah, c'est maintenant? Mais voilà. oui, c'est maintenant. Donc, autant faire cette belle transition. Avec la 13e place de Bottas et la 15e place de Joe, qui a malheureusement encore terminé dernier en qualif. On le note parce qu'on l'avait déjà noté la dernière fois. Dernier est loin. Cinquième fois en 8 courses. Dernier est loin, ouais. 5e fois en 8 courses, c'est difficile. 9 courses il y a eu. C'est la 5e fois en 9 courses. Ouais, c'est la 5e fois de la saison. Ouais, c'est ça. Le fait est que c'est beaucoup. Et alors, eux, voyant que leur qualif était pas très bonne, ont décidé, pas très bonne étant un euphémisme, ont décidé de renvoyer les 2 pilotes dans la voie des stands et les faire partir avec des réglages pluie, alors c'est-à-dire beaucoup plus, un nouvel aileron arrière beaucoup plus braqué, mais n'ont pas tenté les wets. Ils ont tenté de faire un réglage malgré tout, une stratégie avec des intermédiaires, même pas un des 2 pilotes en wet. Bon, finalement, c'était pas une mauvaise idée, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à tenter sur les premiers tours pour justement remonter et espérer rester devant après, quoi? Quand vous avez le pire rythme de course, c'est évident qu'il faut toujours tenter des choses, au moins faire un pari en séparant les 2 voitures. Ouais. Ça semble être l'évidence. Alors évidemment, comme toujours, on n'a pas tous les éléments en main, mais si As l'a fait, pourquoi pas Steak, hein.
C'est vrai que les wets, les faire marcher en course en général, c'est 1% de chance que ça marche bien. Et As doit savoir quand est-ce qu'il marche bien, peut-être, mais a priori. Mais c'est vrai que les wets, c'est quand même pas du tout le pneu préféré des pilotes. Pour ceux qui disent que c'est un pneu inutile, je pense que Pirelli s'est bien régalé de ses premiers tours en montrant qu'il était peut-être pas si utile que ça, ce pneu. Ah bah c'est clair. Donc voilà, non, voilà, effectivement, Steak devait tenter ce pari, quitte à arrêter mettre les... non, il est très bon pari, effectivement. La voiture marche pas, on tente les réglages full wet et au cas où la course est sous la pluie totale. On imaginait même que Ocon ferait pareil, que Alpine pourrait tenter le même pari, ils l'ont pas fait. Ça aurait très bien pu être la pluie pendant tout le long de la course. Hein. La météo était tellement incertaine pendant tout le long de la course que ça aurait pu être très bien le cas. Mais même avec ces réglages-là, mais avec la pluie, ils étaient quand même très lents. Donc Steak, voilà, Steak qui sont à la ramasse là, sur ce coup-là. Et Joe, ouais, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut noter, c'est que Joe, il est vraiment perdu là. Et le fait qu'il ait encore un espoir, lui, de rester en F1, ça m'étonne vraiment. Que même certains puissent l'imaginer retourner chez Alpine, peut-être. En tant qu'ex-junior Alpine, je veux dire, si Joe revient chez Alpine... on l'a dit, c'est lié au partenariat avec oui, Gigi, voilà. hein, si Joe revient chez Alpine, effectivement, il y aura un truc qui va se goupiller avec Gigi. Pour des raisons sportives. C'est ça, exactement. Mais là, il mérite plus du tout sa place. Et en fait, il est en train de nous faire un décrochage comme l'a fait Latifi, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Hein. Il décroche et Bottas, en fait, lui qui doit en plus sauver sa place, je pense que lui, il se sort les doigts, comme on dit. Et donc, il aligne les belles perfs qu'il peut avec cette voiture-là. Et du coup, voilà, l'écart qu'on avait au tout début de leur duo, on le retrouve de nouveau. Et voilà. En fait, c'est toujours pareil. C'est un Bottas aussi, mais ça marche au moral ou alors au bâton, quoi. Quand il faut trouver une place, on se bouge un peu, quoi. Donc que Villeneuve fasse une sortie sur Joe. Je vais lui suggérer. Non mais c'est vrai que c'est... Alors, je vois Lambeau Diablo qui dit chez Sauber on travaille peut-être plus en coulisses. Malheureusement les coulisses c'est beaucoup à Neubourg sur la partie moteur. Et après la partie de châssis pour Audi c'est pas encore le cas. Il y a quelques travaux de fait mais on a tellement peu d'infos et de toute façon ils n'ont pas le droit de bosser sur les grosses parties du règlement avant début 2025. Donc pour l'instant malheureusement je crois que c'est plutôt le niveau de l'équipe qui est représenté là. Hein. C'est recrutement, organisation. Après, ça vous empêche pas de faire du bon opérationnel, de faire du bon développement, même si c'est pas la monoplace de 2026. Rien ne vous interdit de commencer à vous exercer à faire sortir des bonnes pièces, quoi. C'est ça. Je veux dire, c'est pas l'excuse de 2026. Elle a bon dos. Mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Donc voilà, Bottas a appelé à beaucoup plus d'améliorations et à des améliorations plus importantes. Donc lui, il met la pression, même s'il sait qu'à 99%, il ne sera pas retenu par l'équipe et qu'il se retrouvera soit chez Williams, soit chez Alpine, soit chez As. Je veux dire, voilà. C'est à peu près ce qu'il a sauvé sa place en F1, mais pas chez Audi, ça c'est à peu près sûr. Donc voilà, c'est... On ne sait pas ce que fait Sauber. Il y a une huile en tout cas en ce moment. En tout cas, les pièces sortent pas très rapidement. Non. Malgré le budget, qui est pas faramineux non plus. Je pense pas que tout le budget soit là pour ça, mais c'est pas du tout rassurant quoi. En tout cas en termes de. Pourtant, il y a James Key. Ouais. Voilà, oui. C'est vrai qu'il n'y a quasiment pas une fin de séance où les pilotes ne parlent pas d'évolution. Il n'y a pas une déclaration où il n'y a pas le mot évolution dedans en disant qu'il en faudrait plus quoi. C'est ça. Ou alors, mais ils en avaient apporté, hein, je crois. C'était quand il y a 2 Grands Prix. Hein. Oui. Oui, à Imola, il y en avait, mais bon. Il y a d'importantes évolutions. Voilà, oui, pour les écrous de roue, notamment. C'est l'évolution des écrous de roue, là. Ils en ont mis 5, en fait, comme sur vos voitures à vous. Ils se sont dit, moins avec ça tiendra. Façon NASCAR, à l'ancienne à la NASCAR, parce que eux sont passés au central. Oui, mais je suis d'accord avec Alka qui dit Joe pour moi il est en train d'enterrer la moindre piste s'il en avait pour l'année prochaine. C'est vrai que là le 9-0 face à Bottas et puis le fait qu'il y soit plus du tout Alpine, même s'il y a du commercial derrière, tu peux pas sauver un pilote comme ça, c'est compliqué. En même temps Bottas rappelle qu'il est quand même pas fini et que ça reste un bon pilote de milieu de grille peut-être. Ça c'est certain, ouais. Je pense que c'est un peu le cadeau empoisonné pour Joe parce que Bottas est souvent vu comme un pilote qui se faisait détruire par Hamilton, mais en même temps se faire détruire par un Hamilton de 2020-2021 c'est pas la honte non plus. Et derrière il a une cote qui est un peu basse alors que il fait des très bonnes perfs. Il a fait une saison 2023 qui était compliquée, mais début 2022 et puis son début de saison 2024 c'est un pilote très solide donc
Je pense que malheureusement pour Joe, qui notamment fait face à un Bottas qui est un excellent pilote en qualif, parce qu'il faut pas oublier que c'était un pilote qui était capable de battre plusieurs fois de suite Lewis Hamilton en séance de qualif à l'époque où ils étaient équipiers. Euh, c'est compliqué quand tu t'appelles Guanyu Joe de lutter contre ce gabarit de pilote-là. Mais effectivement, après, là, il tombe un peu sur le mauvais truc où il a un équipier qui est pas forcément le plus haut côté, mais qui fait des bonnes perfs au volant d'une voiture qui est nulle part. Et en fait, lui, il se retrouve toujours au fond de peloton, au fond de grille. Il est toujours dernier, enfin, très souvent dernier en qualif, dernier en course, quoi. Donc c'est compliqué. Est-ce que c'est pas le pilote le plus faible du plateau désormais? Ça se joue avec Logan Sargent pour moi. Sargent a quand même montré de bonnes choses, je trouve. Ouais, Sargent est plus rapide, je pense, sur un tour que Joe en ce moment, mais il est beaucoup plus brouillon, surtout en course. Donc, ouais. il sort Mais quand même 3 fois en course, Sargent. Donc... Il a quand même Albon face à lui qui, pour moi, est un cran au-dessus de Bottas dans la F1 actuelle. Mais, parce que on y reviendra après de toute façon sur Williams, parce que là aussi, c'est pareil, je pense que ça boue un petit peu en interne, mais on va d'abord parler d'une équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir à cette place-là dans l'émission, puisqu'on va parler de Ferrari. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, Ferrari, c'est did not finish pour les deux pilotes. Après une qualif qui a été très décevante, puisque les deux se font éliminer en Q2. Le week-end a été décevant. Ouais, du vendredi au dimanche, c'est décevant. Donc. C'est ça. Le vendredi, ils étaient pas très bons, et puis on se disait, ils préparent. C'est vrai que le vendredi, c'était compliqué de tirer des vrais enseignements, parce qu'au final, les séances avaient été perturbées. Donc on se disait encore que peut-être c'était pas bien grave. Mais voilà, le fait est qu'en qualif, ils sont sortis tous les deux en Q2, 11e et 12e, et puis la course, Sainz retombe un peu dans ses travers, avec des erreurs, et puis une voiture endommagée par ses erreurs. D'ailleurs, comme a dit Vasseur, il a fait l'aileron, il a fait le plancher, il a un peu tout fait, voilà, donc peut-être qu'il vaut mieux tout faire d'un coup, mais il a fait un peu toute la voiture, et puis Leclerc a eu un problème moteur qui lui coûtait 1,5 secondes au tour dans les lignes droites. Donc là, et qui, une fois qu'il a été corrigé par un reset du volant, n'a pas été en fait entièrement corrigé, puisque la voiture avait une distribution de couple totalement aléatoire, et en fait elle était inconduisible, puisque le couple venait n'importe comment. Donc ça lui a ruiné sa course, et ça a conduit à l'abandon, et l'abandon de Sainz, c'est sur une erreur où il fait un tête à queue, et il va taper Albon qui passait par là. Alors, Lambeau Debo dit j'espère que c'est un épiphénomène chez les rouges. Moi j'y crois, je pense que c'est le week-end ce que les Anglais appellent le perfect storm, où t'as la voiture qui est mal préparée, qui fonctionne moins bien sur le tracé, les emmerdes qui arrivent en même temps, et puis au final, pour moi, je pense qu'ils sont de retour à jouer le podium, voire mieux à Barcelone. Alex. Oui, je pense que les conditions de piste étaient totalement différentes de celles de Monaco. Les conditions, la chauffe des pneus qui a dû aussi poser beaucoup de problèmes à Ferrari. Donc c'est là où on voit, avec des écarts qui sont évidemment très serrés, le fait que les conditions de piste sont modifiées, ça peut absolument changer la hiérarchie. Et je pense que voilà, Leclerc et Sainz, après les qualifs, ils avaient l'air de dire tiens, on a raté un truc dans l'opérationnel en réaction immédiate, mais la vérité, c'est qu'ils avaient simplement pas assez de rythme. Et fondamentalement, est-ce que la performance fondamentale des voitures, est-ce que c'est une notion qui a vraiment du sens finalement? En tout cas, elle a du sens, mais dans une certaine limite, puisque les performances peuvent vraiment varier en fonction de ces conditions. Donc, il y a eu, je pense, un loupé du point de vue des réglages de ce point de vue chez Ferrari qui sont évidemment déjà identifiés. Et donc, voilà, c'est aussi le signe qu'on vit une saison beaucoup plus passionnante qu'on pouvait le penser à Bahreïn. C'est que les performances peuvent fluctuer, toutes une affaire de chauffe des pneus, les conditions de piste, la nature de la piste, et puis en course après, voilà, ils ont eu pas de chance. Donc voilà, c'est plutôt un neuf, c'est plutôt une exception pour moi. Mais voilà, la course de développement, voilà, Barcelone. On sait qu'il va y avoir de nombreuses évolutions chez toutes les équipes. Ferrari peut être en fait très rapidement décroché s'il ne suit pas en termes d'évolution. C'est ce que disait Leclerc, il disait qu'il fallait quand même pas se louper parce que les autres équipes reviennent. Mais effectivement, après, je pense que ce qui a aussi renforcé cette impression d'échec absolu, c'est le fait que 2 semaines avant, c'était eux qui triomphaient qui triomphaient de manière nette avec une victoire, une 3e place et la pole à Monaco, et que là, ils sont nulle part. Je sais pas si tu penses que ça a joué aussi dans cette espèce d'impression de catastrophe, Franck. Ah oui, forcément. Après, c'est vraiment le pire week-end de Ferrari depuis le début de l'année aussi. Donc, être autant décroché que ça des performances des Red Bull ou des McLaren, ça n'aurait été pas arrivé du tout depuis le début de la saison. Donc c'est sûr que ça a surpris. Se faire éliminer comme ça en
en courant de Q2, même s'il y a l'explication effectivement qu'ils sont partis avec leur train de pneu neuf en tout début de Q2 parce qu'ils craignaient l'averse, et donc ils n'ont pas roulé au meilleur moment de la piste. Ils se passent pas la Q3 pour pas grand chose, mais ils passent pas la Q3 quand même, alors qu'ils devraient pouvoir la passer facilement, je veux dire. Donc il y a ça. Je pense qu'après je peux pas tout reparaphraser ce qu'a dit Alex sur les erreurs de réglage, certainement c'est peut-être un parti du mauvais pied. Maintenant, moi, me pose aussi une question du côté de la gestion d'énergie, parce qu'on sait quand même qu'à Imola, c'était un sujet, que Leclerc avait souligné comme que les autres équipes géraient leur moteur et leur relance différemment. Est-ce que ça a aussi été un paramètre sur ce circuit du Canada où il y a énormément de relances? Voilà. Donc, malheureusement, Ferrari ne fait pas de débriefing, ou très rarement de débriefing des Grands Prix comme peut le faire Mercedes. Voilà, Mercedes le fait toujours en toute transparence. C'est des briefings, en général, le mercredi ou le jeudi, vous avez toujours les déclarations après le Grand Prix. Plus analysé, plus technique. Je ne sais pas si Ferrari nous expliquera de manière plus technique ce qui s'est passé au Canada. Je pense qu'ils se fondront un petit peu peut-être un communiqué ou d'un des ingénieurs de piste ou performance qui nous expliquera effectivement ce qui est arrivé. Parce qu'effectivement, le gap était quand même assez énorme. On ne parlait pas de 2 ou 3 dixièmes. Là, on était quand même sur plusieurs dixièmes, voire c'était 5 ou 6, je crois, à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, donc on était quand même sur une grosse valise pour un circuit comme le Canada. Surtout quand on a le moteur le plus puissant, que Ferrari était quand même affiché clairement comme la favorite voilà, parce qu'en termes de vitesse de pointe, c'est meilleur que Red Bull, cette année. Donc voilà, c'est effectivement la grosse douche froide, la grosse surprise pour tout le monde. C'est tellement la douche froide qu'effectivement tout le monde parle effectivement, comme tu dis, le perfect storm, l'orage parfait. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de réaction extrêmement critique, négative, révolution de palais en Italie dans la presse. Voilà, je pense que tout le monde a pris le coup comme ça en disant effectivement, ouais, voilà, ça arrivait là, que ça ne se reproduise plus, quoi. Voilà. Ouais, je pense Mais en général, souvent un peu quand il y a les conditions changeantes, un peu comme ça, c'est toujours un peu comme ça dans ces conditions-là que Ferrari arrive à se prendre les pieds dans le tapis. Donc là, effectivement, ne pas savoir régler correctement la monoplace dans ces conditions-là, c'est peut-être un peu dérangeant. Mais bon. Ouais, c'est ça. Et comme le dit Gernat, effectivement, dommage pour les points en championnat, parce que du coup, c'est le week-end où les 3 autres équipes marquent pas énormément de points. Il y a personne qui marque du 30 ou 40. Mais en même temps, il y a quand même 3 équipes qui marquent plus de 25 points, donc leurs 3 rivales précisément. Et c'est vrai que c'est un petit peu. Bon, après, Mercedes, c'est pas trop grave. McLaren, c'est plus embêtant. Red Bull, ils ont qu'une voiture. Donc, bon. Pour une voiture à 25 points, vous me direz, mais une seule voiture. Heureusement, Ferrari, il n'y a qu'une voiture qui marque. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est ça. C'est un peu l'idée. Mais bon, du coup, ça reste quand même. Je pense que ça reste quand même. Enfin, c'est pas grave pour Ferrari. C'est un joker qui est brûlé. Il faut pas qu'il y en ait plusieurs dans la saison. On sait qu'une équipe qui veut jouer les titres, parce que malgré tout, même si là ils prennent l'avance, le retard est doublé, mais ils gardent quand même cet objectif. Quand on veut jouer aussi haut placé, on n'a pas le droit, on peut pas se permettre un 0 pointé dans la saison, ou en tout cas pas plus d'un, ça c'est sûr. Premier 0 pointé depuis l'Australie 2023 pour Ferrari, et voilà, donc c'est de manière immédiate, au vu des faibles écarts. On peut noter que donc Red Bull avait 24 points d'avance sur Ferrari avant ce Grand Prix. Désormais, ils ont double 48, 49. Plus du tout, donc ça va très vite. Ouais, c'est ça. Et premier 0 pointé depuis Australie 2023 et première double élimination avant la Q3 depuis Bakou 2022. Non, pas Bakou 2022, j'ai une connerie. J'ai vu ça, bien parce que Bakou 2022, Leclerc fait bien, je crois. Donc non, mais c'était en tout cas 2022, ça c'est sûr. Mais voilà, donc après, moi je pense que je m'inquiète pas pour Ferrari, malgré tout la dynamique est bonne pour eux. Mais c'est vrai qu'on voit que, c'est comme tu disais Franck, les évolutions vont être cruciales, et malgré tout, le fait de se retrouver 4ème force du plateau est pas non plus impossible pour les équipes qui sont actuellement devant, quoi. Et surtout que ça joue à 1 dixième. Ça marche pour Red Bull aussi, ouais, c'est ça. Ça joue entre 1 et 2 dixièmes, donc ça va être une équipe qui peut être première, peut être 4ème en l'espace d'une évolution d'une autre équipe. C'est ça. Mais c'est la F1 qu'on veut. C'est accepter que son équipe favorite peut gagner un Grand Prix et finir 6ème ou 7ème le Grand Prix suivant. Et voilà, tout le monde en rêvait effectivement de cette F1 là où tu peux avoir une dizaine, potentiellement une dizaine de vainqueurs potentiellement différents à chaque Grand Prix. Donc voilà, on l'a. Donc maintenant, il faut réussir à accepter que dans nos débriefs de Grand Prix, pour une fois, on ne parlera pas de Ferrari première, de Ferrari 5ème. Ça peut arriver. C'est ce qu'on souhaite. C'est ça, exactement. C'est vrai que c'est pour ça, ça
Ça nous permet de faire des. Bon, c'est bien, ça permet aussi de faire des émissions un peu différentes aussi, avec pas mal de problématiques à soulever. En fait, on voit ça met en valeur toutes les problématiques de la F1 actuelle, à commencer par l'exploitation des monoplaces et les conditions de météo qui sont quand même assez compliquées. Et donc, dernière équipe dont on parle, ce sera également une équipe qui a fait double abandon, Williams. Alors, Albon rentre en Q3 et pouvait viser des points avant de se faire gêner par un premier incident. Puis, d'ailleurs, c'était celui de Perez, je pense. Puis. Se faire percuter par Sainz et Logan Sargent fait sa meilleure qualif de l'année, 13ème, mais fait 2 erreurs en course, dont une qui provoque la safety car et qui provoque son abandon. Donc malheureusement je pense que c'est ce que retiendra Williams, parce que on s'est fait la réflexion avec Franck que dans le débrief d'après course, Sven Smets parle donc qui est le directeur sportif de Williams, parle de Sargent pour la safety car qu'il lance, et en fait de l'effet que ça a eu sur la stratégie d'Albon, mais c'est tout. Il n'en parle pas derrière sur sa course lui-même, donc je pense qu'il y a un petit peu d'agacement autour de Sargent en interne chez Williams, et à mon avis, je reste toujours sur la possibilité de le voir pas finir la saison. Oui, et puis James Wolf l'a dit aussi, hein, il est plus du tout, enfin, il l'a pas dit comme ça, mais il n'y a plus que 2 options très claires pour Williams pour son pilote l'année prochaine. En gros, c'est Carlos Sainz ou Valtteri Bottas, à mon avis. Et donc, du coup, ça élimine d'entrée de jeu Logan Sargent. Et effectivement, on l'a dit, Logan Sargent qui pourrait être, si Kimi Antonelli est vraiment le petit phénomène que Toto Wolff surveille de près, s'ils arrivent à avoir la super licence avant ses 18 ans, ou alors à Monza, je pense qu'ils n'hésiteront pas effectivement à le former en avance chez Williams. Et chez Williams, ils sont très contents d'avoir un autre pilote, même s'il débute, qui fera de toute façon peut-être mieux que Sargent, parce que Sargent n'a réussi pas à marquer des points. Le seul point en plus qu'il a marqué en F1, on vous rappelle, c'était aux États-Unis l'année dernière. C'était suite à une disqualification d'une Ferrari, je crois d'ailleurs, ou d'une monoplace, qui est 11e, il passe 10e. Donc en fait, sur le papier, il n'avait même pas fini dans les. C'était la double disqualification de Hamilton et Leclerc. Oui, c'est ça. Voilà. Il fait 12 et il classait 10. C'est ça, exactement. Donc il profite de ça. Donc c'est-à-dire qu'il était même pas rentré dans le top 10 officiellement. Enfin, donc voilà. Malheureusement pour Sargent, c'est pas un mauvais pilote, hein, clairement, mais toujours trop brouillon. Donc et puis ça casse. Et aujourd'hui, dans les fins d'aujourd'hui, il faut pas casser. Donc voilà, Perez il a cassé beaucoup aussi. Mais il faut plus casser, quoi. Donc, Perez il casse, mais il rembourse par les ventes de canettes et de merch. Mais quand tu peux pas rembourser le budget de cap, c'est quand même gênant. C'est le problème. Donc tu peux bien apporter 150 millions à l'équipe, si tu peux pas les investir, ça sert à rien. Ouais, attention toujours aux pièces de rechange chez Williams. C'est ça. Donc ouais, Albon, encore une fois, un super week-end. Hein, je veux dire, il prouve encore, si besoin en était, que c'est vraiment un top pilote, et que voilà, et James Wolf est vraiment. Ça va bouger avant Barcelone. Hein. Je pense cette semaine, je pense pas qu'on annonce cette semaine, mais courant semaine prochaine, avant la conférence de presse des pilotes le jeudi, je pense qu'on aura au moins une annonce, si ce n'est pas 2 ou 3, où ça devrait vite bouger entre Williams, Haas probablement, et Audi. Alpine, peut-être Alpine un pilote. Si le jeu des dominos joue à plein, normalement ces 4-là devraient assurer chacun au moins un pilote ou le deuxième. Et donc voilà, c'est un petit peu l'actu Williams, c'est surtout Carlos Sainz, hein, c'est clairement ça, hein, c'est James Wolf qui n'a pas arrêté de faire des appels du pied en disant que Williams est maintenant une équipe bien différente de ce qu'elle était avant, et que Carlos était très très content des jolies paroles. Ouais, mais que Carlos a été annoncé comme ayant signé et que ce serait annoncé avant l'Espagne, et il a déboîté les médias espagnols en disant qu'il parlait sans savoir, et que c'était dommage qu'ils osent encore se permettre ce genre de choses, et qu'ils le fassent en toute impunité. Donc c'est un discours qu'Alonso avait eu l'an dernier sur les médias espagnols déjà, et Carlos en a eu un peu marre, parce que c'est vrai qu'il avait été annoncé comme ayant signé chez Williams par... oui, alors c'est pas fait, hein. C'est plus 50-50 entre Audi et Williams. Je pense que là, comme il dit, c'est un choix avec lui-même, en fait. Ça. C'est sur quoi je parie pour l'avenir. Exactement. Et en tout cas, voilà, donc je pense que c'est pas encore fait, mais effectivement, on devrait avoir des annonces. Quand on voit Steak et le niveau actuel de Steak, plus le fait qu'Audi était un tout nouveau motoriste, qu'on voit comment Williams progresse, et que Mercedes, ce qu'ils savent faire en termes de moteur, je serais Carlos. Bizarrement, le ticket Williams, il est vachement plus attrayant que le ticket. Il est plus sexy, en tout cas à court moyen terme. Peut-être pas à long terme, mais à court moyen terme, c'est plutôt le ticket Williams qu'il faudrait gratter. C'est ça. C'est mieux que Jacques Dewan, Joe.
Ça fait plus rêver. Non, mais c'est ça, c'est vrai que ouais. Moi je pense que Sainz ira quand même chez Williams à terme, mais parce que lui son plan c'est aussi de se relancer et Ouais. d'essayer de retourner dans un top team. Alors soit d'avoir une équipe qui remonte rapidement à être un top team, mais bon c'est vrai que Stake et Williams il faudra un peu plus de temps je pense. Auquel cas il faudra pour lui c'est avoir des résultats immédiats et je pense que dans une carrière de pilote, une année 2025 comme Stake risque d'en passer une, ça peut peser. Alors Hülkenberg non parce que lui il est sur la fin de carrière, c'est probablement son dernier contrat avec Audi. Mais pour un Sainz qui lui veut toujours être champion du monde un jour, je pense que à l'instantané, il vaut mieux aller chez Williams. Le pari Audi pourrait être quand même sacrément risqué, malheureusement. C'est ça. Mais pas à cause d'Audi. Après, moi, je pense que Williams, pour Sainz, ça restera une équipe de transition, hein, dès que, évidemment, Red Bull et Mercedes, imaginez, lui proposent un contrat, ou même McLaren, on ne sait jamais. Je pense qu'il file tout de suite. Hein. Oui. Ça c'est certain, j'en suis convaincu aussi. Garnat demande, petite question, est-ce que vous pensez que la motivation sera la même pour Sainz en étant chez Williams, est-ce qu'il peut pas perdre son potentiel? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, si Albon a reprolongé, moi je veux dire, si Albon a reprolongé, c'est qu'il y a vu de l'intérêt. Et je pense que James Wolf est vraiment un patron d'équipe qui est aussi extrêmement rassurant, aussi bien dans sa méthode que dans ses propos, que dans son management, que dans tout ce qu'il avance. Voilà, ce qu'il dit, c'est fait. Et puis on sent effectivement comme une équipe qui a vraiment envie que ça bouge, quoi. Donc non, et puis il y a des choses qu'il a réussi à obtenir aussi au niveau du CAPEX, des choses qui vont faire. Alors certes, Williams part de loin en termes d'infrastructure, ils vont pas tout rattraper en 1 an ou en 2 ans, même s'ils pouvaient, même s'ils décrochaient, je sais pas, 300 millions, 400 millions d'investissement, ils pourraient pas parce que c'est limité. Donc forcément, il y aura du temps de remise à niveau, mais vu ce qu'ils arrivent à produire actuellement comme Formule 1, qui est quand même, voilà, Albon, il est quand même à moins d'une seconde quand même des meilleurs, et on est quand même sur la 3, voilà. Donc ouais, non, Williams sait faire bien avec peu quand l'équipe est bien gérée. Et maintenant, l'équipe est enfin bien gérée. Donc ça, plus un moteur Mercedes en 2026, ça peut faire des trucs sympas. Ouais, je pense qu'il vise vraiment 2026 et c'est un désaveu pour Neubourg et le programme. Moteur de Audi, hein, forcément. Je pense qu'il doit y avoir des indiscrétions dans le paddock qui circulent. Hein. Mais après, voilà, pour Sainz, moi, je reste convaincu que c'est un choix par défaut quand même. Oui, son premier choix, je pense, c'était de rester chez Ferrari, de toute façon. Ah, mais de toute façon, oui, là. Oui, ça, c'est sûr. Ouais. Là, le problème, c'est quoi ça, à moins que Hamilton se casse une jambe, ou pire, je sais pas, je lui souhaite pas de malheur, mais voilà. Il décide finalement d'arrêter sa carrière, mais j'y crois pas trop. Non, voilà, c'est ça. À moins d'un truc choc, il n'y a aucune raison que Leclerc et Hamilton ne soit pas le duo aligné par Ferrari en 2025. Et évidemment que Sainz aurait voulu rester. Évidemment que si Vasseur n'avait pas pu avoir Hamilton, il aurait prolongé avec Sainz. C'est une évidence pour moi. Mais après, Williams, avec 2 pilotes comme Sainz et Albon qui savent développer des voitures, qui savent porter une équipe et qui casseront sur le moment d'équipe. Parce que c'est vrai que c'était dans le chat Xoans qui disait Williams pourra bien développer parce qu'ils auront plus Sargent. Et c'est pas faux, parce que quand tu casses énormément de pièces, tu demandes de la production de pièces déjà développées et tu empêches le développement des nouvelles pièces. Donc là-dessus, on peut se dire que Williams avancera plus vite aussi sans Sargent en termes d'évolution de l'équipe et des voitures. Donc, ils ont gardé le tableau Excel juste pour Sargent parce qu'ils voulaient pas faire rentrer ça dans les stats. Il y a un peu de ça, je pense. Non, mais c'est vrai que voilà, forcément, et puis encore une fois, avec un duo Albon-Sainz, tu progresses pour moi, à mon avis, très très vite. C'est pour ça que Sainz va être pris, c'est que sur son CV, il a mis maîtrise d'Excel. On va la sortir à toutes les émissions jusqu'à la fin de l'année. Oui. Excel, voilà, ça va être le maître mot à sortir au moins une fois par émission. C'est tellement incroyable en même temps. Pour rappel, pour ceux qui Sainz, il est bon, hein, c'est un pilote qui excelle. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, Williams, James Vowles et le management nouveau de Williams ont découvert que l'équipe fonctionnait encore sur la gestion logistique avec un seul fichier Excel. Donc, on vous laisse imaginer le retard qu'avait pris l'équipe par rapport dans la gestion en fait au fil des ans, et notamment à l'époque Frank Williams, Claire Williams. Où il y a eu un sérieux laisser-aller, et puis les gens comme Yos Capito n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que ça change, donc c'est un peu compliqué. À sa décharge, Albon a aussi cassé un châssis en Australie, mais Albon casse une voiture par an, là où Sargent en casse une par week-end, donc au bout d'un moment, on peut pas non plus comparer pour moi les deux. Même si effectivement, après, les pilotes sont pas parfaits, mais bon, on est en Formule 1, donc de la casse, il y en a quand même. Donc voilà, en tout cas, on a fait le tour de
de ces résultats du Grand Prix du Canada. Merci à toutes et tous d'avoir été nombreux. On rappelle que vous pouvez nous soutenir, petit passage pub parce qu'on l'a pas fait avant, mais c'est vrai que on le fait quand même maintenant. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en envoyant en offrant des abonnements, en vous abonnant avec Prime, puisque si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez avoir un abonnement à Twitch gratuit que vous pouvez décider d'offrir à Next Gen Auto, ce qui vous permet de pouvoir regarder les émissions de manière illimitée et puis de pouvoir nous soutenir, parce qu'encore une fois, on essaye de développer le contenu, je cherchais le mot, sur la vidéo. On va peut-être essayer de faire quelque chose de la semaine prochaine, puisqu'il n'y aura pas d'émission en début de week-end, donc en début de semaine, pardon. Donc peut-être qu'on fera un FAQ, ou s'il y a une news d'ici là, évidemment, on prendra l'antenne comme d'habitude pour vous la débriefer. Et puis après, on partira sur 3 semaines de suite où on aura Grand Prix, puisqu'il y a 3 courses qui s'enchaînent. Donc, dans tous les cas, voilà. Si on est abonné, on a le droit au replay sur F1 TV. Non, malheureusement, nous n'avons pas encore ce genre d'influence sur le milieu de la Formule 1 en France. Mais effectivement, ça, bon, après, que pensez-vous des restrictions en France de F1 TV? Moi, je trouve ça très dommage, mais c'est les accords entre Canal et... On ne sait pas ce qui se passe exactement en arrière-plan. C'est juste qu'effectivement, c'est très dommage, parce qu'à la fin, c'est les fans qui sont les premiers pénalisés. Ça, je serais très critique si Canal n'avait pas une couverture à la hauteur, mais Canal a vraiment une excellente couverture de la F1. Je pense qu'on peut strictement rien reprocher à Canal+. Évidemment, ça coûte cher, l'abonnement coûte cher. Ouais. Il n'y a toujours pas d'abonnement spécial sport chez Canal, avec une chaîne spéciale sport où on pourrait se passer du cinéma, ça, parce qu'effectivement, j'entends les gens qui disent « moi, le cinéma, je n'ai rien à faire ». Et ça, peut-être qu'un jour, Canal l'entendra, ils feront un abonnement spécial sport pour le foot et la F1, et il n'y aura pas le cinéma, et peut-être qu'effectivement, à 10 € par mois, je pense que du coup, ce sera acceptable. Maintenant, je peux pas critiquer Canal+, parce qu'ils font une excellente couverture, et je critiquerais beaucoup plus la restriction de F1 TV, si effectivement, à côté, en France, on avait quelque chose de déplorable, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, on a vraiment une des meilleures couvertures de la F1 au monde, quasiment au niveau de Sky F1 en Angleterre, qui est je pense, la meilleure couverture, et d'ailleurs celle qui sert d'ailleurs de couverture de base pour F1 TV aussi. Donc il n'y a vraiment rien à reprocher de ce côté-là en France. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés Canal, je comprends que ça peut être cher. Maintenant, négocier avec Canal+, c'est quand même assez facile pour tomber à des 15-20 € par mois. Voilà, ça reste toujours plus 3 fois plus cher que F1 TV, ça fait quand même chier. Ça reste une somme, mais bon, si vous êtes un peu fan de cinéma aussi, ça vous évite aussi d'aller au cinéma. Donc considère que comme une place de cinéma maintenant c'est 15 balles. Ça peut être aussi un choix à considérer. Donc voilà, je peux pas faire de la pub pour Canal. Il faut diffuser la F1 dans les salles de cinéma. Voilà, je peux pas faire de la pub pour Canal, mais c'est aussi un peu notre sport aussi. La F1, c'est notre gagne-pain. Donc plus il y a de gens qui regardent la F1, et forcément, et plus tout le monde s'en portera, et plus les fans et nous-mêmes nous en porterons bien. Mais voilà, si je fais de la pub pour Canal+, c'est parce que je trouve que leur couverture est absolument excellente et ne mérite pas la critique. Voilà. Ouais, alors ça je suis d'accord. Après, moi je critique pas Canal+ pour la couverture, mais c'est vrai que bon, le problème c'est essentiellement le prix qui est quand même plus élevé. Merci à Partimo de s'être abonné, merci à Clémence qui s'était abonné en début d'émission aussi, et puis de toute façon après pour les autres n'hésitez pas, même lors des prochaines émissions, puisque c'est pas obligatoire que ce soit maintenant, mais en tout cas vous pouvez toujours nous soutenir. Et nous de notre côté, comme on vous avait dit, on s'engage aussi, plus on a de soutien, à consacrer du temps à la chaîne, et donc forcément à faire plus de live et ce genre de choses. Moi je vais mettre en place aussi des petits trucs pour que vous puissiez envoyer des choses, enfin des interactions aussi qui peuvent aider, avec des bits, des genres de choses, des points de chaîne, etc. Ça c'est toujours des choses aussi pour que la chaîne évolue et soit un peu plus interactive avec vous, même si évidemment on essaie déjà d'être très interactif au niveau des réponses à vos commentaires. On essaie de tout lire, hein. C'est vrai que pour l'instant on a la chance de pas avoir trop de monde entre guillemets, comme tu disais Franck la dernière fois, on peut essayer de répondre à peu près à tous vos commentaires. Et puis voilà, donc merci encore à toutes et à tous. Et puis on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une émission s'il y a des news, ou alors j'ai la question de Nico dans le chat qui m'a perturbé. Vous évoquez la rumeur Alpine qui aurait un moteur Mercedes en 2026. Non, on ne l'a pas évoqué, on n'a pas eu cette rumeur. Les ingénieurs d'Anston ont eu raison. C'est une rumeur qui date un peu, ça. C'était il y a plusieurs années déjà, où effectivement il y a eu bisbille entre les ingénieurs d'Anston et d'Iri. Voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est pas pour 2026. Il y a eu tellement une fracture que les ingénieurs d'Anston avaient demandé pas vraiment pour rigoler, je pense, mais tout simplement pour la nouveauté de est-ce qu'on serait pas plus performant avec un moteur Mercedes. Voilà. Mais si après il y a vraiment une rumeur qui revient comme ça, c'est un désaveu absolu pour
C'est la peut-être. gestion actuelle de l'équipe. Ouais. Mais bon, non, pour l'instant, en tout cas, pas de nouvelles nous, de notre côté. En tout cas, merci à toutes et tous. On se retrouve très prochainement, de toute façon, sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous tenir au courant sur nos réseaux sociaux et sur le site, évidemment, puisqu'on en parle aussi. Les lives, les replays sont toujours disponibles, évidemment, sur YouTube et en podcast. Il y a un peu plus de délai des fois en podcast, parce que soit j'envoie pas assez vite à Michael, qui gère toujours la mise en ligne, soit parce que lui aussi est un peu occupé. Mais en tout cas, dans tous les cas, 2 jours après ou plus tard, c'est toujours en ligne. Merci à toutes et tous, bonne soirée, merci Franck, merci Alex, et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Ciao.